Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue pour cette 6e édition du Grand Prix Stratégie de l'Influence 2025. Je m'appelle Salomé Lagrelle et je suis ravie de vous recevoir au nom de toute l'équipe de Stratégie ce midi. Le but de cet événement est de découvrir les meilleures stratégies d'influence et les nouveaux talents qui ont émergé cette année. C'est une cérémonie qui sera live tweetée sur X. N'hésitez pas à interagir avec le hashtag GPStrat et également à nous suivre sur les différents comptes de Stratégie. J'en profite pour vous rappeler que vous retrouverez le palmarès complet dans notre magazine à la fin de la cérémonie. Juste avant de rappeler le déroulement de ce Grand Prix, je vais demander à Gilles Vibo, directeur de la rédaction de Stratégie, de me rejoindre sur scène. Bonjour Salomé, bonjour à tous. Une petite musique qui est sympa. On est ravis de vous accueillir à ce Grand Prix de l'influence. C'est un événement important dans le calendrier des événements de stratégie. Moi, je voulais vous dire 3 mots avant de lancer ce Grand Prix et cette conférence, puisqu'il y aura une conférence en amont du Grand Prix. Vous dire que stratégie aujourd'hui est en plein développement. On est de numéro 1 du secteur en termes d'audience, selon la CPM. 380 000 visites et presque 400 000 pages vues chaque mois, et on progresse tous les mois. On voit d'ailleurs dans les sources d'audience, et on le scrute chaque mois en fait, la montée en puissance des IA génératives comme source d'audience pour stratégie. Aujourd'hui, c'est la 5e source d'audience, et on voit que ça progresse assez vite tous les mois. Donc c'est quelque chose qu'on observe et qu'on essaye de comprendre pour là aussi être bien placé dans les IA génératives autant qu'on le peut. On a aussi enclenché depuis un mois maintenant un partenariat avec un nouveau média qui s'appelle le Média Positif, qui nous aide à accélérer là aussi sur la vidéo et sur les réseaux sociaux. Donc depuis un mois, vous avez dû voir pas mal de vidéos, puisqu'il nous pousse et il nous aide là-dessus, sur ce sujet-là. Donc on accélère et on voit que ça commence à prendre aussi, avec le but finalement d'élargir la base d'audience de stratégie avec des contenus un peu plus larges, toujours le fil rouge de la communication, mais un peu plus large et un peu plus grand public. Et donc c'est pour ça que vous avez dû voir sur nos réseaux sociaux ces nouveaux formats depuis un mois. Et puis on a aussi, depuis 3 semaines, un mois, un partenariat avec Hello Work, une plateforme d'emploi qui est numéro 1 en France, et qui, là aussi, nous apporte des offres d'emploi. En fait, en tant que, leader sur le secteur de la com, on a l'objectif de vous fournir le maximum de services, et on pense que dans ce moment qui est un peu compliqué pour trouver un emploi, c'est aussi le rôle de stratégie finalement de rapprocher les employeurs et les personnes en recherche d'emploi. Donc désormais sur stratégie, vous pouvez trouver pas mal d'offres d'emploi. Il y en avait 400 ou 500 ce matin, donc n'hésitez pas à venir sur notre site et aller regarder ces offres d'emploi. On les met à jour chaque jour. Voilà, ça c'est pour les actus stratégie. Et puis côté événementiel, on fait beaucoup de choses aussi, vous avez dû le voir. Donc il y a cet événement ce matin, mais il y a aussi la semaine prochaine le Grand Prix du Luxe, qui est un rendez-vous important pour stratégie, puisqu'il y a aussi à cette occasion la sortie de notre numéro Luxe. En même temps, on fera le 3 décembre au matin un événement qui s'appelle les DIRCOM Luxe les plus innovants, où là on rassemble 10 DIRCOM du luxe de belles maisons qui seront là pour témoigner qu'est-ce que c'est qu'être un DIRCOM du luxe aujourd'hui et comment ils exercent ce métier. Ça, ce sera la semaine prochaine. Et on terminera l'année par un dernier Grand Prix, le Grand Prix de la Com Santé, le 10 décembre. Voilà, très bonne conférence à vous, je sais que ça va être passionnant. Et puis, excellent Grand Prix. À tout à l'heure. Merci beaucoup Gilles. On aura l'occasion de vous retrouver à de nombreuses reprises ce midi sur scène. Juste avant de démarrer le palmarès, comme Gilles l'a très bien dit, nous allons parler des nouveaux territoires du marketing d'influence avec une table ronde animée par Hugues Dago, journaliste, avec Sébastien Hubert, Managing Director d'Edelman France, accompagné d'Anne-Charlotte Desbert, responsable communication, produits et lancement chez Sanofi France, ainsi que Carole Fonta, directrice générale d'Alliance Carton Nature. Nous pouvons les applaudir pendant qu'ils nous rejoignent sur scène. Bonjour à tous et bienvenue. La scène est à vous et je vous retrouve tout à l'heure.
Merci Salomé, bonjour à tous, bonjour à toutes, ravi d'être avec vous ce matin. Donc moi c'est Hugues Dago, je suis journaliste et directeur éditorial. J'ai le plaisir de modérer cette table ronde portée par Edelman France dans cette thématique qu'on a appelée donc les nouveaux territoires du marketing d'influence, de la visibilité à la confiance. Pour en parler, les intervenants du jour sont donc Sébastien Huébert, Managing Director chez Edelman France. Bonjour. Bonjour. À vos côtés, deux de vos clientes qui nous permettront d'aborder le sujet via des cas très concrets. Anne-Charlotte Débert, responsable communication produit et lancement chez Sanofi France, et Carole Fonta, directrice générale chez l'ACN, collectif de la brique alimentaire en France. Bonjour à toutes les deux. Beaucoup parmi vous l'ont sans doute constaté, le marketing d'influence a franchi un nouveau cap, puisqu'après le lifestyle, il s'empare désormais de sujets tels que la santé ou l'environnement. Dès lors, les marques que vous êtes font face à une équation dans cette époque particulièrement défiante. Comment réussir à conjuguer à la fois engagement, authenticité et confiance ? Justement, chez Edelman, en matière de marketing d'influence, votre approche est guidée par ce que vous appelez la Trusted Influence. Donc première question, Sébastien, qu'est-ce que c'est concrètement et surtout quels sont les critères qui vous permettent de qualifier un créateur de Trusted ? Merci beaucoup, oui. Alors, avant d'abord de se poser la question de la sélection, nous, on est intimement convaincus qu'il faut d'abord se poser la question de l'objectif. Parce qu'il y a encore, ça arrive, certains annonceurs qui viennent nous voir avec l'envie de travailler avec tel ou tel créateur de contenu, alors qu'en fait, il faut revenir d'abord sur des questions assez stratégiques. Donc, généralement, on travaille sur la stratégie, puis la stratégie des moyens, et ensuite, effectivement, on va chercher le meilleur influenceur ou créateur de contenu pour aller incarner cette stratégie. À partir de là, on utilise une batterie d'outils pour aller chercher 4 grands critères. Le premier, c'est évidemment la brand safety. Aujourd'hui, on a des outils qui nous permettent de remonter jusqu'à 10 ans d'ancienneté pour savoir s'il y a eu des bad buzz ou des positions radicales de la part de l'influenceur ou du créateur. Ensuite, on va regarder la brand suitability. Est-ce qu'il y a une vraie communauté de valeurs entre cet influenceur et l'ADN de la marque en termes de tonalité, en termes de style. Ensuite, on va regarder évidemment l'audience. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a dans cette audience, de manière qualitative et quantitative, une pertinence par rapport justement aux objectifs de l'annonceur ? On fait notamment beaucoup attention à savoir s'il n'y a pas eu des audiences qui ont été artificiellement gonflées. Et enfin, le dernier, c'est tout ce qui touche au creative fit, c'est-à-dire vraiment, est-ce que cet influenceur est la bonne personne pour aller porter les messages qu'on souhaite passer ? Est-ce qu'il va être en capacité d'aller raconter cette histoire et justement même aller la co-construire avec nous ? Vous dites du marketing d'influence qu'il est à un moment charnière. Donc déjà, pourquoi est-ce qu'il est à un moment charnière et qu'est-ce qui bouscule le plus les pratiques aujourd'hui ? Est-ce que ce sont les évolutions réglementaires ? Est-ce que c'est la défiance des publics ou est-ce que c'est plutôt l'évolution des usages ? Alors c'est un peu tout ça. En fait, aujourd'hui, on a une tension entre le fait qu'ils sont devenus absolument incontournables dans la vie quotidienne des gens, et pour autant, l'étude qu'on a menée auprès d'un panel représentatif de la population française montre qu'ils ne sont pas incontestables. Aujourd'hui, vous le voyez dans ces statistiques, il y a 37% des Français seulement qui font confiance aux créateurs de contenu. On est en moyenne à 30% au niveau des influenceurs, ce qui est loin derrière des profils comme l'entourage, les collègues ou bien les experts qui génèrent beaucoup plus de confiance. Nous, notre analyse, c'est qu'en fait, en dépit d'un contexte réglementaire qui est quand même plus présent, qui a été très important, on aura l'occasion d'en reparler, globalement, on a encore une forme de défiance. Probablement parce qu'une minorité de créateurs et d'influenceurs ont des mauvaises pratiques et qui va se répercuter sur la réputation de la majorité d'entre eux. Ce qui amène du coup à une deuxième réalité, c'est la relation marque-consommateur est aussi impactée par cette défiance. Aujourd'hui, comme vous le voyez, il y a presque un Français sur 2 qui se déclare prêt à boycotter une marque si jamais elle manque de transparence dans sa relation avec son influenceur ou son créateur de contenu. Ce qui prouve bien qu'aujourd'hui, cet enjeu dans la sélection du profil, elle n'a jamais été aussi critique. Justement, vous parliez des mauvaises pratiques de certains créateurs. Il y a un cadre légal désormais, avec la loi sur l'influence responsable de 2023, qui impose un certain nombre de garde-fous. Comment est-ce que vos clients perçoivent cela ? Est-ce qu'ils voient ce cadre légal comme une contrainte ou au contraire une chance de professionnaliser le secteur ? Je pense qu'on serait tous d'accord pour dire que cette réglementation, c'est une formidable opportunité de professionnaliser et de crédibiliser ce secteur et cette expertise qui est clé aujourd'hui et en pleine croissance. Je pense qu'elle a aussi beaucoup contribué à mettre en place un cadre protecteur à la fois pour les consommateurs évidemment, mais aussi les marques, les entreprises, les agences et les créateurs eux-mêmes.
Donc ça, c'est une réalité. Après, dans le quotidien de notre relation avec les annonceurs, ça n'a pas changé beaucoup de choses dans le sens où on était déjà dans cette logique d'influence responsable, dans les pratiques, dans les méthodologies. Et d'ailleurs, on a fait partie des premières agences à avoir été labellisées en la matière. On l'a dit, le marketing d'influence donc a franchi un nouveau cap puisqu'il y a des thématiques telles que la santé et l'environnement, mais qui sont des terrains sensibles. Quels sont les principes de base pour mener des campagnes de marketing d'influence sans perdre en crédibilité puisque ce sont des sujets sérieux? Alors effectivement, aujourd'hui, tous les sujets aujourd'hui à l'heure des réseaux sociaux sont sensibles. Mais c'est vrai que quand on va sur des territoires comme la santé ou l'environnement, on va dire que c'est un peu plus complexe, un peu plus technique. Et donc forcément, l'enjeu, la ligne de crête aujourd'hui pour les créateurs de contenu et les influenceurs, c'est d'arriver à garder la force émotionnelle qui fait qu'ils sont capables de faire des contenus qui émergent et qui touchent les gens, mais de surtout pas désinvestir la dimension rationnelle. La dimension rationnelle, c'est à la fois travailler la preuve, travailler les faits, accorder beaucoup d'importance aussi à l'expertise et à la pédagogie, parce que l'enjeu finalement, c'est d'arriver à faire passer des messages assez simples, alors que le sujet en lui-même est parfois assez complexe. Donc on voit que c'est un peu ça aujourd'hui le principal enjeu là-dessus. On va passer à un premier cas très concret avec vous, Anne-Charlotte. On va parler de santé dans un premier temps. Chaque année, près de 3000 enfants en France déclarent un diabète de type 1, une maladie auto-immune encore mal connue, dont l'incidence a doublé en 15 ans. Résultat, vous avez un enfant sur deux qui est diagnostiqué trop tard, souvent dans l'urgence. Pour mieux connaître les signes qui doivent alerter, Sanofi, vous avez choisi avec Edelman une approche originale, transformer ces symptômes en comics éducatifs. On en voit un extrait juste là. Ça a été relayé par des créateurs familiaux, capables d'en parler simplement et sans dramatiser. Avant toute chose, Anne-Charlotte, est-ce que vous pourriez nous rappeler concrètement ce qu'est le diabète de type 1 et pourquoi c'est important de le détecter au plus tôt? Donc le diabète de type 1, c'est une maladie chronique auto-immune. C'est le corps en fait qui s'attaque aux cellules du pancréas, qui du coup synthétise moins d'insuline, une hormone très importante qui permet de réguler le taux de sucre dans le sang. Et alors ça n'a rien à voir avec l'alimentation, le mode de vie. C'est à surtout pas confondre avec le diabète de type 2. Et ça concerne effectivement. Alors ça peut arriver à tout âge. Après ça arrive surtout chez les enfants, les adolescents. Et alors, le problème, en fait, c'est que c'est une maladie dont les symptômes ne sont pas très bien diagnostiqués. En fait, même un médecin généraliste ne va pas forcément tout de suite détecter qu'il s'agit de ça, puisqu'en fait, les symptômes, j'en profite, je fais la campagne de prévention en direct. Donc, on est sur une envie fréquente d'aller aux toilettes. Faire pipi, une soif intense, et c'est dans cet ordre-là, c'est en fait l'envie fréquente et la soif intense, et l'énurésie, donc qui est le retour du pipi au lit chez des enfants qui n'avaient plus du tout ce problème. Et souvent, ce dont on se rend compte, c'est que ces enfants-là sont dépistés assez souvent trop tard, hein, dans 40% des cas. C'est un diagnostic qui est fait en urgence, à l'hôpital. Il peut y avoir des conséquences graves, on peut aller jusqu'au coma acétocétosique, et on est vraiment en fait sur un enjeu de sauver des vies. Et donc avec cette campagne, ce qu'on a voulu, c'est en fait donner aux parents les outils pour mieux repérer les symptômes, donc les mettre en fait dans une passivité qui était liée en fait à un manque d'information, à une autonomie dans la détection pour justement anticiper, permettre aussi d'arriver plus douce dans la maladie et permettre une meilleure prise en charge au bon moment. Et sur ce cas, quelle était votre approche côté Edelman ? Alors d'abord, la première approche, je tiens vraiment à remercier le travail du planning stratégique de l'agence qui a passé beaucoup de temps à s'entretenir avec des parents pour essayer de comprendre un petit peu quel était le tabou, quelle était la tension. On s'est rendu compte, sans grande surprise, c'est pas facile de parler maladie à son enfant. À partir de là, on s'est dit qu'il fallait arriver à prendre le contre-pied de cette réalité en essayant d'instaurer une relation de dialogue, arriver à créer la conversation pour justement, parce que ça se passe beaucoup dans la détection, comme l'expliquait Anne-Charlotte. Et donc par rapport à ça, on a eu une idée un peu inattendue. On a découvert sur le web qu'il y avait une tendance encore émergente qui était les BD digitales, qui était un format absolument formidable et très pertinent par rapport à la problématique, puisque la BD, ça permet à la fois de parler aux enfants et aux parents, ça permet de simplifier un message complexe, ça permet de faire preuve de ne surtout pas être trop descendant et condescendant dans notre discours, de ne pas être culpabilisant, parce que ça permet d'apporter des émotions parfois touchantes. Ça nous permet aussi d'aller aussi dans le territoire de l'humour. Donc ça apporte toute cette légèreté-là.
On a également apporté beaucoup d'attention à la structure narrative de ces BD. Par exemple, chaque BD, il y en a une dizaine, chaque BD démarre par une petite séquence qui est là pour voir un petit peu la petite chose qui cloche. C'est généralement une question, une anecdote qui vient de l'enfant qui est arrivé à l'école. Ensuite, on fait apparaître un petit personnage que vous voyez ici, qui est le personnage qui est l'incarnant de l'aide aux jeunes diabétiques, de notre association de patients, qui vient justement expliquer, qui vient essayer de donner une clé de lecture à la situation et aux fameux symptômes. Et ensuite se poursuit le dialogue entre les parents et les enfants avec l'objectif de créer un véritable réflexe sur la détection des symptômes et surtout savoir à qui en parler, à savoir les professionnels de santé. Anne-Charlotte, pourquoi avoir choisi des créateurs familiaux pour sensibiliser sur un sujet aussi médical que le diabète de type 1 et qu'est-ce qui en a fait des bons relais par rapport à d'autres canaux plus classiques? Alors, notre cible, c'était les parents. Donc, quoi de mieux que pour parler à des parents, de passer par des parents, donc créateurs de contenu, et qui en plus sauront trouver le ton juste pour passer les messages. Là, par exemple, dans cette bande dessinée-là que vous voyez à l'écran, la maman en fait, s'était inquiétée parce qu'elle voyait son enfant qui allait boire dans les flaques. Donc heureusement, ce n'était pas un diabète de type 1, mais voilà, un comportement un peu bizarre. Donc c'est ça qu'on veut en fait, c'est provoquer un déclic, de se dire il y a un truc qui se passe, qui n'est pas habituel, et je dois faire quelque chose, aller voir mon médecin. Et donc on a travaillé, on a co-construit en fait, c'est ça aussi qui était chouette, c'était la co-construction avec donc, les créateurs de contenu, donc 8 parents influenceurs avec des jolies communautés, des grosses communautés très engagées. Donc 8 parents influenceurs, 2 créatrices. Donc il y avait Tiffany Cooper, que vous connaissez peut-être, et puis une autre qui s'appelle Monster Diab, qui était alors elle, qui a une communauté un peu plus confidentielle, mais qui est atteinte, enfin son enfant est atteint de diabète de type 1, donc elle avait tout à fait et d'ailleurs ça c'est une de ses planches. Et puis une association de patients qui s'appelle l'AJD, c'est l'aide aux jeunes diabétiques, avec qui on a du coup co-construit des messages. Donc l'idée c'était effectivement d'avoir le côté expérience vécue du parent dans une situation, un dialogue avec son enfant, qui pouvait donc parfois vraiment repartir d'une situation du quotidien et passer ces messages de sensibilisation comme tu l'as expliqué Sébastien. Et voilà, et donc provoquer un déclic chez les parents, et ça a été une très très belle campagne. Sébastien, je me retourne vers vous. Ils étaient comment les créateurs? Vous les avez sentis comment? Plutôt réceptifs, plutôt frileux par rapport à ce sujet? Tout de suite réceptifs. On a approché une dizaine de familles. On a eu 2 types de réactions. La première, c'était ceux qui n'avaient pas d'enfants dans leur entourage atteint du diabète de type 1, qui ont tout de suite compris, quand on leur a expliqué les enjeux, la nécessité d'en parler auprès de leur communauté. Et effectivement, on a eu une autre partie des familles qui avaient dans leur entourage des enfants, et eux-mêmes des enfants atteints du diabète de type 1, qui l'ont vécu de manière très personnelle, ce qui leur a donné encore plus l'envie d'en parler. Et ensuite, j'aimerais revenir dessus, effectivement, une incroyable proximité avec les illustratrices pour arriver à co-construire toutes les scènes qui apparaissent dans ces BD. Ce sont des scènes qui ont été vécues, des scènes qui ont été la traduction de la réalité justement de ces familles, qui ont été traduites avec beaucoup d'émotion. Et je tiens aussi à remercier l'aide aux jeunes diabétiques, l'association de patients, qui nous a accompagnés à chaque étape de la conception de ces BD. Donc ça a été formidable. Parmi les créateurs qui ont répondu présent, il y avait Cléa notamment. On lui a demandé de nous raconter en vidéo, de nous faire le bilan qu'elle tire de tout cela. Je vous propose de regarder. Suite à mon post sur le diabète de type 1 avec Sanofi, j'ai reçu énormément de messages. Beaucoup ont voulu partager avec moi leur histoire. Des enfants diagnostiqués très jeunes, des parents qui ont dû apprendre à vivre avec et des adultes qui vivent avec la maladie depuis plusieurs années. Ce qui revient beaucoup, c'est la force, la résilience, mais aussi le besoin de mieux faire connaître cette maladie, encore trop confondue avec le diabète de type 2. Beaucoup m'ont rappelé à quel point la sensibilisation est essentielle pour reconnaître les signes à temps. Ma communauté a été hyper réceptive et je trouve ça génial de voir autant de solidarité et de bienveillance autour d'un sujet aussi important. Je me retourne vers vous à la fois Anne-Charlotte et Sébastien. Pour vous, quel a été le bilan, quels résultats, quels enseignements vous tirez de cette campagne? Alors c'était une très belle campagne. Moi, ce qui m'a le plus marqué, c'est les commentaires, énormément de commentaires, tous très positifs, vraiment avec parfois une maman qui disait ah oui, là en effet, ce que vous me dites là, ça m'inquiète, je vais aller voir le médecin. Donc à partir du moment où j'ai vu ça, je me suis dit ok, donc on a atteint nos objectifs, et donc effectivement en chiffres, c'est 5 millions de personnes touchées. C'est un taux d'engagement au-dessus de nos attentes. Alors on a fait aussi un post-test, donc on a été interroger des gens qui ont vu la campagne.
Et donc il y a 9 personnes sur 10 qui disaient qu'ils allaient en parler avec leur médecin et 98% à leur entourage. Donc on s'est dit que, voilà, que l'objectif de prise de conscience avait été atteint. Et surtout, je trouve que, nous, ça nous donne envie de continuer. Ce que ça montre, c'est que la co-création entre influenceurs, associations de patients, ça fonctionne en fait, et que ça permet de vulgariser des messages qui sont parfois compliqués, techniques, et de faire passer des messages hyper importants de prévention. On a parlé de santé. Maintenant, on va parler plutôt d'environnement avec la brique alimentaire qui fait partie de notre quotidien depuis des décennies. Alors, elle est pratique, elle est sûre, elle est recyclable, et pourtant, elle est devenue presque invisible. On l'a tous constaté, qu'on ne la voyait plus finalement. Tant elle est ancrée dans nos usages. Pour remettre cet emballage iconique au cœur du récit et réaffirmer sa modernité, Alliance Carton Nature Edelman, vous avez imaginé une web-série, cette fois-ci portée par des créateurs de contenu et enrichie de formats courts, d'une amplification digitale. Je vous propose de regarder un court extrait. Si vous voyez ma grosse tête aujourd'hui, c'est parce que j'ai décidé d'ouvrir mon cœur à une grande dame qui m'a vu naître, qui a vu mes premiers pas. Elle m'a nourri, elle m'a donné de la soupe pour que je devienne grand et fort. Elle a assisté à mes premiers dates aussi. Je vous parle bien sûr de la brique. Et oui, comme ma daronne, elle est née dans les années 60, elle date de fou, hein. Je veux tourner vers vous cette fois-ci, Carole. Donc je l'ai dit, c'est un objet du quotidien, on la voit partout. Quel a été le déclic chez ACN, Alliance Carton Nature? Qu'est-ce qui vous a convaincu qu'il fallait communiquer auprès du grand public? Alors la brique alimentaire, c'est un emballage que tout le monde connaît, qui est plutôt apprécié des consommateurs. Il faut dire qu'elle est arrivée en France dans les années 60. Comme dit notre influenceur, elle date de fou. Le souci, et c'est ce qu'on a constaté lors de la phase d'analyse stratégique qu'on a réalisée avec Edelman avant de lancer cette campagne, c'est qu'elle est tellement ancrée dans notre quotidien qu'en fait, effectivement, elle en est quasiment devenue invisible. C'est-à-dire que les consommateurs l'utilisent, l'apprécient, mais en fait sans se poser de questions, finalement, sans trop savoir pourquoi. Et dans un contexte réglementaire où les emballages sont de plus en plus challengés, y compris d'ailleurs par les citoyens, on s'est dit que si on voulait, et c'est le rôle de notre collectif ACN, défendre les atouts de la brique alimentaire, il fallait lui redonner de la visibilité et de la modernité. On pourrait se dire... Oui. Non, je voulais dire aussi que c'était du coup tout l'enjeu de cette belle campagne, puisque ça nous a permis, à travers un récit inspirant, de rappeler les atouts de la brique, que ce soit en termes de praticité, de longue conservation, d'impact environnemental, finalement de rappeler aussi toutes les évolutions qui ont été apportées à cet emballage depuis les années 60, et tout ça donc à travers ce récit avec l'appui de ces influenceurs qui nous ont aidés à passer d'un langage un peu technique qu'on avait au niveau de notre collectif à un langage beaucoup plus pédagogique avec de l'humour et tout en respectant aussi le jeu de la transparence pour que tout ça fonctionne. Sur le papier, on pourrait se dire franchement, c'est pas simple de moderniser la brique alimentaire, hein, on va pas se mentir. Et pourtant, vous avez voulu relever le défi. Comment est-ce que vous avez défini le rôle que devaient jouer les créateurs dans ce challenge, Sébastien ? Alors en fait, on cherchait une sorte de Jamie et Fred en 2025, pour être tout à fait clair. On voulait quelqu'un qui soit beaucoup plus qu'un relais, qui soit beaucoup plus qu'une voix. On voulait quelqu'un qui soit un animateur, qui soit un présentateur, qui invite les gens à aller à revisiter le quotidien, parce que c'est ça finalement le sujet de la brique alimentaire, tout en nous faisant voyager également dans les coulisses notamment du recyclage de la brique. Donc il y avait toute une dimension qui était importante, et notamment l'interaction avec les experts qui étaient aussi clés, qui font partie de la filière, les usagers. Et c'est exactement ce qu'on a retrouvé avec Alexis, alias Justin Bizot, vous l'aurez reconnu, qui a été un formidable partenaire. Et sur ce cas très concret, c'était quoi la recette que vous avez appliquée côté Edelman ? Je pense que l'ambition, assez vite, quand on a vu effectivement la technicité des sujets, des messages à faire passer, c'était de se dire, et si justement on ne faisait pas une campagne institutionnelle, mais une campagne culturelle ?
Ça veut dire quoi? Ça veut dire d'abord reconnaître que la publicité n'était pas suffisante parce qu'il y avait beaucoup de choses à raconter. Donc il fallait qu'on travaille un programme de contenu dans la durée. Donc assez vite, le format web-série nous a semblé être le bon. L'idée étant d'avoir plusieurs épisodes de 4 à 5 minutes avec des formats périphériques, des petites capsules vidéo qui allaient justement teaser les épisodes, aller capter les gens pour leur donner envie de venir regarder les épisodes en intégralité. Ensuite, il y a clairement eu un enjeu de montrer la brique dans le quotidien. Donc dans la cuisine, autour des recettes avec le chef Enzem, également au petit déjeuner, mais aussi d'aller montrer les coulisses et donc d'aller sur les sites et puis de voir aussi qu'est-ce qu'elle devient la brique. Et donc on allait au Futuroscope comme on a pu voir dans la petite vidéo. Le troisième ingrédient, je pense que c'était le rôle qu'on vient de définir de cet influenceur. Cet animateur qui vit quasiment en duo avec des experts qui font partie de la filière de la brique alimentaire, des experts qui sont par exemple des chefs, donc des experts dans l'usage. Donc ça, c'était aussi un élément important. Et puis enfin, la tonalité. Je pense qu'on n'aurait pas vraiment pu faire une campagne culturelle si on avait adopté un ton qui était grave ou sérieux ou technique. Donc on est allé à fond dans l'humour, dans la légèreté. Ce qui nous a permis aussi d'avoir un maximum d'attractivité et peut-être d'aller toucher des communautés qui auraient été moins sensibles à ce type de message. Là aussi, faisons le bilan. Carole, est-ce que pour vous, les objectifs sont atteints côté ACN ? Je dirais même plus qu'ils ont été plus qu'atteints, puisque avec Edelman, c'est vrai qu'au départ, on s'était fixé des objectifs en termes de portée et de changement de perception qui étaient quand même assez ambitieux. Et la campagne a dépassé nos attentes largement, que ce soit au niveau des performances médias, mais aussi au niveau des comportements. Je vais commencer par les performances médias. On a eu 39 millions d'impressions. On a touché plus de 12 millions de Français. 7,7 millions de vues de la web-série, ce qui fait un taux de transformation quand même très très bon de 64%, et 265 000 visites d'une landing page qu'on avait créée à l'occasion, ce qui a démontré en fait une véritable appétence pour le contenu de cette web-série, qui n'a pas d'ailleurs baissé au fil des 5 épisodes, parce qu'il fallait quand même réussir à emmener le public jusqu'à la fin, et qui a aussi montré, avec toutes ces connexions qu'on a eues sur la landing page, une envie d'en savoir plus. Et c'est vrai, comme disait Sébastien tout à l'heure, qu'on avait un sujet technique et que ce n'était pas gagné au départ sur un produit comme la brique. Mais ce qui a vraiment été très fort pour nous et très important, ce sont les performances qu'on a obtenues sur les effets comportementaux, puisque nous aussi nous avons réalisé un post-test après la campagne et qui a montré déjà qu'elle avait été très très bien perçue, mais surtout qu'on avait gagné 22 points de perception globale positive de la brique. Avec notamment sur les sujets de recyclage et d'impact environnemental. Et aussi, et là on a été quand même assez surpris de ça et très content, une intention d'achat à près 80% en faveur des produits en brique. Au-delà de ces performances, je dirais que c'est aussi pour nous très positif, puisqu'en fait on a travaillé, parce que vous l'avez vu tout à l'heure et Sébastien l'a dit, avec des briques, des produits en briques. On a montré la diversité, on a travaillé du coup avec nos clients, qu'on a réussi à embarquer dans l'aventure et qui étaient vraiment très 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 contents de faire ça avec nous. Donc c'était une grande première. Et donc tout ça montre que la campagne, dit différemment, n'a pas fait que générer de l'audience. On a réussi vraiment à changer de manière positive, pas changer, mais on va dire augmenter la perception positive de la brique et puis conforter son choix pour les consommateurs. Et je tiens encore une fois à remercier toutes les équipes d'Edelman, dont une partie est là aujourd'hui, pour le remarquable travail, les influenceurs, enfin tous les gens qui ont travaillé avec nous. On est très contents de ce succès et on va s'en inspirer pour continuer maintenant. Ça va continuer donc. Pour conclure, Sébastien, par rapport pour les personnes qui nous regardent, si vous deviez donner une règle d'or pour que l'influence reste un levier de confiance dans les années qui viennent, qu'est-ce que ce serait ? Alors je dirais que par-delà tout ce qu'on a dit aujourd'hui à travers ces exemples, de manière assez simple, pour paraphraser Saint-Exupéry, ça serait de regarder dans la même direction. Je pense que ce serait ça, la confiance en influence. Voilà. Regarder dans la même direction. C'est sur ces mots qu'on va conclure. Merci à vous deux, vous trois, d'avoir été avec nous ce matin pour lancer cette édition du Grand Prix Stratégie 2025 de l'influence. Et bonne suite de journée à vous. Au revoir. Merci. Merci beaucoup à vous pour cette présentation. Terminez tranquillement votre verre d'eau, je vous en prie. Prends notre temps.
Pendant que vous regagnez vos places, pendant que les chaises sont débarrassées, un petit tour de passe-passe, je vais me mettre devant comme ça vous voyez rien. J'ai demandé à Mohamed Mansouri de l'ARPP et Pascal Azria du syndicat en conseil RP de me rejoindre sur scène et on peut les applaudir. Bonjour, bienvenue. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Alors, vous êtes partenaire de ce Grand Prix depuis sa création. Attendez, je m'épose. C'est pour les plus vieux. Merci beaucoup. Vraiment la technique au top. Vous êtes partenaire, Pascal, Mohamed, de ce Grand Prix depuis sa création et de fait, vous faisiez partie de la réunion de jury cette année également. Alors pour commencer, peut-être quelques mots sur les projets que vous avez pu voir pour cette édition 2025. Je démarre. Beaucoup de projets, une grande richesse dans tout ce qu'on a pu recevoir comme cas. Après, on a fait assez vite finalement deux sections. Ceux qui étaient extrêmement cohérents, alignés entre la thématique, l'idée créative, le créateur influenceur et la communauté. Et en fait, une partie des cas étaient plus ou moins cohérents, donc ça nous a permis de faire un premier tri, j'allais dire. Et cette cohérence, cet alignement était essentiel pour nous, et notamment cet alignement avec une vraie idée créative et la thématique et la personnalité, la ligne édito du créateur-influenceur. Et puis ensuite, ce qui a joué derrière, ça a été peut-être autour de, à la fois évidemment, les enjeux de compliance avec les règles et la loi, et puis le caractère émotionnel aussi qui, dans l'idée créative, a permis de créer plus de proximité avec les communautés et de créer de l'engagement, puisqu'aujourd'hui, ce qu'on va évidemment chercher, on voit bien qu'il y a énormément de surenchères d'attention et que l'enjeu aujourd'hui, c'est d'être extrêmement pertinent par rapport au public qu'on veut toucher. Et du coup, ça se joue par soit l'humour, soit l'émotion. Mais voilà, c'est ça qui a ensuite permis de faire sortir un certain nombre de cas et de lauréats. Entièrement d'accord avec toi. Bonjour à toutes et tous. Merci à Stratégie pour sa confiance renouvelée. Effectivement, je pense que tu as dit l'essentiel. Moi, ce qui m'a vraiment frappé, c'est qu'on assiste clairement à une véritable professionnalisation, on le voit d'année en année, du secteur. Les créatrices, les créateurs de contenu ne sont plus de simples talents. Pour beaucoup d'entre eux, ce sont des entrepreneurs, des vraies entreprises, des structures qui portent le secteur avec les marques et qui le font évoluer vite, même très vite. On a sorti un baromètre maintenant, on peut l'appeler baromètre, avec France Pub sur les investissements nets annonceurs en France. En 2022, on était à 323 millions d'euros nets. En 2023, on était à 460 millions. En 2024, on est à 519 millions d'euros. 323, 460, 519. Et au mois de mai prochain, on va publier les chiffres de 2025 avec, on espère en tout cas, une approche sectorielle. Mais moi, ce qui m'a le plus frappé, et Sébastien le disait tout à l'heure lors de la table ronde, c'est la transparence, la place qu'a prise la transparence dans les collaborations commerciales. Je pense que la première année, on a vu autant de dossiers conformes au cadre légal et déontologique. Et finalement, ça m'a corroboré ce qu'on voit dans ce qu'on observe dans le cadre de l'Observatoire de l'influence responsable, où en 2020, tu te souviens, on était à 32% de contenu qui était conforme. Là, au premier semestre 2025, on est à 90%. En 5 ans, on est passé de 32 à 90% de taux de conformité sur à peu près 200 000 contenus qu'on analyse avec de l'IA. Donc, il y a une confiance. Pourtant, il y a quelques années, dans l'esprit de certains, transparence, ça venait brider la créativité. En fait, pas du tout, en fait. La transparence vient structurer, elle permet de gagner en confiance. Tu voulais ajouter un point là-dessus ? Oui, par rapport à ce que tu dis, c'est-à-dire qu'il y a eu aussi beaucoup de cas où on avait les mêmes influenceurs, notamment 2-3, qui sont revenus dans beaucoup de cas, d'où l'enjeu de cet alignement, mais ça veut dire aussi que pour qu'on ait à la fois que les cas soient compliant, il faut encore plus d'influence et qu'on ne soit pas concentré sur toujours les mêmes influenceurs, il faut qu'il y ait encore plus d'influenceurs qui soient certifiés, il faut encore plus d'agences qui soient certifiées. En parlant du certificat, ça me rappelle une anecdote. Il y a quelques années, on avait formé des créatrices et des créateurs, et parmi l'un d'eux, il y en a un qui m'avait dit « Mais moi, si je dis que j'ai été payé, je perds en crédibilité
Et en fait, on l'a revu 6 mois après, il mettait la transparence partout, quand il fallait mettre la transparence, et en fait, il avait gagné énormément de confiance vis-à-vis de sa communauté. Donc c'est pas du tout antinomique, on l'a vu, et d'ailleurs avec le SCRP, on porte beaucoup de recommandations déontologiques, beaucoup de guidelines, on a tous à y gagner avec des pratiques qui soient claires et nettes, et aujourd'hui, on est là pour célébrer des campagnes qui prouvent qu'on peut être à la fois créatif, performant, et aussi être exemplaire. C'est ça, l'influence qui dure, et on est là pour démontrer. Et les certificats et les labels deviennent du coup aussi des sources de confiance pour les marques et pour les influenceurs et les communautés. Et j'en profite, je prends la balle au bon. Mohamed et Pascal, je voulais vous demander quelles sont vos actualités. Alors l'actualité pour nous, c'est l'Observatoire de l'influence responsable qui s'appuie de plus en plus sur de l'IA avec des LLM qu'on calibre sur notre doctrine. On a l'ambition d'analyser 400 000 contenus d'ici la fin de l'année, donc on en a analysé 200 000. On a publié les résultats et d'ailleurs merci Stratégie pour l'excellente vidéo que vous avez faite sur la méthodologie autour de cet observatoire. C'est aussi, on l'espère, embrasser la manière dont la creator economy se verticalise autour de spécialités avec des certificats à options. On avait déjà lancé des options avec l'AMF, l'autorité des marchés financiers, autour des produits financiers. Pareil avec l'ANJ pour les jeux d'argent. Et on aimerait faire la même chose pour la santé, pour la beauté, pour la food, etc. Parce qu'il y a une vraie spécialisation des créatrices et des créateurs. Et ça, on fera avec la profession. Et de notre côté, on a donc le e-label influence responsable pour les agences et on arrive au renouvellement des premières agences qui ont été labellisées. Et ce dont on se rend compte, c'est qu'on va continuer à faire évoluer les critères du label, puisque, et tant mieux, il y a pas mal d'agences qui aujourd'hui sont labellisées et continuent à en tout cas passer cette labellisation. On veut augmenter les critères, notamment sur les enjeux de RSE, et puis sur l'intégration des IA génératives, évidemment en termes à la fois d'usage, de pratique et d'éthique. Donc voilà, c'est un des sujets qui va arriver. Pascal, Mohamed, merci beaucoup. Je vous laisse rejoindre la salle. On aura l'occasion de vous accueillir de nouveau sur scène en fin de cérémonie lorsque nous découvrirons qui remporte le Grand Prix Stratégie de l'influence 2025. Mais passez vite. Avant de démarrer, un petit rappel des règles du jeu. Pour information, pour ce Grand Prix, les jurys ont étudié plus de 70 dossiers présentés par les agences et les marques. Le jury a consacré une journée à étudier les dossiers catégorie par catégorie et au sein de chacune des catégories sont shortlistés les 5 meilleurs dossiers ayant obtenu une note supérieure à la moyenne. Le jury a par la suite décidé d'attribuer ou non un or, un argent ou un bronze en fonction de la qualité des dossiers. Seuls les dossiers ayant obtenu un or dans leur catégorie concourent pour le Grand Prix. Et alors, bien évidemment, c'est important de le répéter à chaque Grand Prix, les membres du jury concernés par un dossier ne pouvaient pas se prononcer à son sujet. Dernière petite chose, ce midi, seuls les gagnants qui ont obtenu l'or vont monter sur scène pour recevoir leur récompense. Mais on reste des gens cordiaux et polis, donc ça ne nous empêchera pas de les applaudir pour les argents et les bronzes. Et vous pourrez récupérer vos diplômes lors du cocktail. Vous serez également invités à un super petit photocall en compagnie de vos diplômes. Place à présent au jury du Grand Prix Stratégie de l'influence. On le découvre ensemble, c'était un jury composé de Pascal Azria de la SCRP Kingcom, Salim Bakar de View Studio, Philippe Duchesne de Samsung, Pierre Guingamp de Buzzman, Mohamed Mansouri de la RPP, Marine Mantironi de Prime Video, Lucille Moreau de Pernod Ricard et enfin Camille Rabel de Edelman. Merci beaucoup à vous toutes et tous pour votre implication et pour la qualité de vos débats. Et on passe à présent à la première catégorie, expérience événement. Et on commence cette sous-catégorie tout de suite avec un bronze qui a été décerné à la NBA Europe avec Clark Influence pour la NBA Paris Jam. Un match d'exhibition qui avait pour but de faire rayonner la NBA en France. Célébrités, personnalités influentes et créateurs de contenu se sont ainsi affrontés dans un cadre alliant basketball et divertissement. Bravo à vous pour ce bronze. On continue avec un argent qui est attribué à Max pour The Last of Us avec Biborg pour la réalisation The First of Us.
Pour contrer les spoilers, Max a organisé une projection ultra matinale de l'épisode final de The Last of Us, animé par Baptiste Le Caplin et amplifié par 24 influenceurs fans. Bilan, 11 millions d'impressions sur les réseaux sociaux et dans les médias. Regardez. Félicitations à vous pour cet argent, on peut les applaudir de nouveau. On continue à présent avec 2 heures ex aequo. Le premier revient à Netflix France avec Gay Studio, Ubi, The Source. N'hésitez pas à applaudir, hein, franchement. Pascal a lancé le mouvement là. The Source, Publicis Consultant, Weber Shandwick, IDZ Prod et Webedia pour la réalisation 1, 2, 3 Soleil Squid Game sur les Champs-Élysées. Une activation géante et immersive transformant le jeu culte de Squid Game en expérience réelle sur les Champs-Élysées menée par 3 créateurs stars pour teaser la saison 2. Regardez. Voici 1, 2, 3 Soleil sur les Champs-Élysées. Une version monumentale de Squid Game destinée à des millions de fans en plein cœur de Paris, fermant la plus iconique des avenues du monde, en donnant vie à chaque élément emblématique de la série. Puis nous avons collaboré avec 3 immenses créateurs de contenu qui sont devenus nos capitaines d'équipe. Nous avons diffusé l'intégralité de l'événement en direct sur la chaîne YouTube d'Inoxtag. Les fans ont créé des milliers de vidéos qui se sont répandues de manière virale à l'échelle mondiale. Et pour recevoir ce prix, j'appelle pour Netflix France Anne Courtier, directrice event, Anthony Nassau, event manager. Pour les agences, Clarence Edgarosa, Gay Studio, Camille Selos, IDZ Prod, Pauline Bellamy, The Source et Laila Antari, Publicis Consultante. Bonjour, bienvenue, félicitations pour ce premier or. Bonjour, félicitations. Bonjour, merci. Alors, quels ont été les plus grands défis pour transformer une scène culte de Squid Game en un événement grand public et qui plus est sur les Champs-Élysées? N'hésitez pas à vous rapprocher du devant de la scène. On est très loin. Bonjour à tout le monde et merci beaucoup. On est vraiment ravis de recevoir ce prix aujourd'hui. Alors, il y a eu beaucoup d'enjeux dans cette grande aventure qui a été ce 1, 2, 3 Soleil. D'abord, c'est vraiment important de rappeler que c'est une série qui est devenue culte et qui a été une surprise aussi pour Netflix. On a voulu vraiment célébrer les fans de la série et leur offrir un événement inédit, une immersion dans l'univers de Squid Game qui fasse ressortir du coup le meilleur de l'esprit de compétition en mettant aussi un peu de côté la dimension cynique qui est aussi très présente si vous connaissez la série dans ce show-là. L'idée c'était aussi de transposer cet univers de la série coréenne qui est très spécifique et très éloigné de la culture française et de le ramener dans un environnement de carte postale parisienne, ce qu'on a pu faire grâce à la complicité de la ville de Paris et du comité des Champs-Élysées qu'on remercie chaleureusement au passage. Et puis voilà, c'était vraiment une opportunité pour nous de remercier les fans d'avoir fait de cette série un élément culturel et un phénomène culturel mondial. Voilà. Et est-ce que je peux en profiter pour remercier les équipes qui ont travaillé sur ce projet? Comment est-ce que je peux dire non à cette question, évidemment? Prenez votre temps. Je demande quand même, on est poli. Non, c'est vraiment un très gros travail d'équipe, cette activation. Donc je voudrais remercier et féliciter déjà les géniales équipes de Netflix qui nous ont fait confiance, Gay Studio, mon agence, Ubi à la production événementielle, IDZ pour la production du live d'Inoxtag, The Source qui a travaillé sur le social media, qui est l'agence social de Netflix, Publicis Consultant pour l'influence et Weber Sandwich pour les RP. Félicitations à vous tous, encore bravo pour cet or. Merci. Je vous laisse rester sur scène quelques instants supplémentaires puisque vous êtes les premiers à inaugurer tout ça. Louis va prendre une photo. Il est là-bas dans le noir. Est-ce que ça te va la position? Tout est bon. Et une fois que la photo sera prise, nous passerons au deuxième or ex aequo. On peut les applaudir une nouvelle fois. Félicitations à vous pour ce prix.
Le second heure ex aequo est remis à l'Industrie avec Avasplay pour Demain sera meilleur. Une campagne inspirante alliant rap et industrie où Landy transforme une visite à l'Industrie en hymne à l'espoir, reconnectant les jeunes au monde industriel. Regardez. Je me suis accroché à la vie. Fallait bien qu'on se mette à l'abri, école, formation, je passe par l'Industrie. Merci à tous, l'Industrie. Franchement, ça fait plaisir. Et moi, je suis venu ici, j'ai visité, j'ai vu que c'était bien pour les jeunes qui sont dans le besoin, qui sont dans la recherche d'emploi et tout. J'ai kiffé. Franchement, moi, j'ai grave kiffé. C'est trop bien, ouais. Franchement, c'est une très bonne école. Incroyable, comme l'on dit. Et pour recevoir ce prix, j'appelle pour l'Industrie Olivier Ribou, directeur général, Maxime Foucard, responsable communication, Sami Oudjaï, chargé de communication Samia, chargé de communication et de marketing digital, pour Avasplay, Pierre Riboulet, copywriter, et Arnaud Chagnon, Prose & Pixels, ainsi que Mathias Breteau de Label Believe. Bonjour, bravo à vous pour ce prix, bienvenue. Alors comment est-ce que l'univers du rap est devenu un levier pour parler de l'industrie et surtout d'avenir aux jeunes? Ah bonjour, pardon, allez-y. Ah, désolé. Donc l'Industrie, pour le contexte, c'est un organisme de formation dédié aux métiers de l'industrie. Et du coup, nous, on a pour mission sociale d'insérer des jeunes de 18 à 29 ans et de les former à des métiers d'avenir. Donc quel était l'enjeu? On voulait recruter de nouveaux apprenants, faire connaître notre campus. Et du coup, quel était le meilleur levier culturel pour parler à ces jeunes? Le rap, ça faisait une évidence. Il faut savoir que nous, on est basé en Seine-Saint-Denis, à Stein. Et du coup, on a voulu faire appel à un rappeur du territoire, Landy, pour parler à ces jeunes qui parlent le même langage et leur donner un message d'espoir. Demain sera meilleur. Donc voilà, c'était le titre de la chanson. C'était Pascal qui en parlait tout à l'heure. C'était pour parler de l'importance du choix des influenceurs. Évidemment, dans le rap, il y a très peu de rappeurs qui sont utilisés pour les campagnes. On a deux types de rappeurs. On a ceux qui parlent d'avenir à travers les Porsche Cayenne et les trajets jusqu'à Amsterdam. Et il y a ceux comme Landy, justement, qui parlent de la vraie vie. Et ce qui est hyper intéressant dans cette OP, c'est comment il a pris l'OP avec lui, comment il se l'est approprié et comment il est allé à l'école plusieurs fois sur place avant d'écrire le son, comment il a fait son showcase sur place aussi. Donc c'est quelque chose qu'on cherche vraiment à mettre en place chez Avasplay aussi, c'est comment on crée un vrai lien entre notre influenceur et le client, la campagne, pour que ce soit le plus naturel possible et qu'on ait des retours comme les jeunes ont pu le dire dans la vidéo. En tout cas, le jury a ressenti cette sincérité. Et regardez, vous recevez l'or aujourd'hui. Félicitations à vous pour cette campagne. Je vous laisse vous rapprocher du devant de la scène et poser avec vos trophées pour la photo. Et nous passerons juste après cette photo à la prochaine catégorie, la catégorie co-création avec l'influenceur ou KOL. Encore bravo. Et on commence cette catégorie avec 2 bronzes ex aequo. Le premier a été décerné à Royal Canin avec The Seventh House pour The Unique Pet Show, un talk show YouTube délirant, animé par Philippe Catherine et sa chienne pour sensibiliser au bien-être animal avec humour et pédagogie. Bravo à vous pour ce bronze. Ça mérite 2 applaudissements, vous avez raison. Le second bronze ex aequo a été attribué à Transavia avec l'agence Monstre pour la réalisation La collection des DZ. À l'occasion de l'ouverture de 4 nouvelles lignes vers l'Algérie, Transavia a lancé une campagne communautaire célébrant la fierté franco-algérienne à travers les objets du quotidien amplifiés par Melra Bedia. Félicitations à vous, on peut les applaudir pour ce bronze. On continue cette catégorie avec 2 argents ex aequo. Le premier revient à Old El Paso avec Artefact 3000 pour The Tortilla Proposal. Old El Paso a transformé une déclaration d'amour spontanée de Lena Mafouf en collaboration réelle et virale, mêlant authenticité et storytelling. Félicitations à vous, on peut les applaudir pour cet argent.
Le second argent ex aequo est décerné à Capri Sun avec Dentsu Creative et eProspect. Dentsu pour Capri Sum. Pour réhabiliter sa paille, la marque a invité ses haters à tester la nouvelle version via une campagne humoristique avec le créateur Nicolas. Regardez. Capri Sun, vos pailles sont aussi éclatées que moi en maths. Les pailles, c'est insoutenable. Je me retrouve à ouvrir à la fourchette. J'ai plus de chances de percer dans le rap que de percer mon Capri Sun. Capri Sun présente Capri Sun, quand les haters deviennent nos ambassadeurs. On a bossé sur une nouvelle paille en carton qui fonctionne. Et ça perce sa mère. Shooting photo, affichage, vidéo pour les réseaux. Bon bah ça marche. Désolé Capri Sun. Ok, c'est bon, je deviens ambassadrice. Résultat, c'est un banger. On peut les applaudir une nouvelle fois pour cet argent. Félicitations à vous. Et on termine cette catégorie avec un or qui est attribué à WWF avec Mogul pour la réalisation Garde la flemme. Pour inciter à la protection de la Posidonie, ce trésor sous-marin, la WWF a lancé une campagne incitant à ne rien faire. Bilan, 545 000 personnes uniques touchées et un taux de complétion 9 fois plus élevé qu'une campagne classique. Regardez. WWF présente Garde la flemme, protège la Posidonie. Une véritable ode à la flemme. Co-créée avec des influenceurs pouvant toucher le plus grand nombre, les plus épicuriens et les plus réactifs, pour partager 3 visions ludiques et utiles de la flemme, afin de protéger la Posidonie. Juste pour la protéger, il suffit de rien faire, glander comme ma mère. C'est une experte en préservation de Posidonie, ma mère. Oui. Donc cet été flemme d'utiliser un bateau? Bah c'est top. Au lieu de prendre un bateau et de défoncer les fonds marins, tu vas te balader à pied avec tes potes en bord de... On peut les applaudir pour cet or et pour recevoir ce prix. J'appelle sur scène pour la WWF Malaïka Coco, directrice du pôle communication, Anastasia Seban, chargée de communication, Mélène Sévim, chargée de communication digitale, pour Mogul, Célia Quentin, Content and Campaign Manager, Jeanne Goazdou, chef de groupe Influence, Sylvain Pape, lead créatif et DA, Félix Prunier, Jérôme Bertin et Victor Herman. Bienvenue à vous, félicitations pour cet or. Comment est-ce que vous avez construit ce projet avec les créateurs? Je commence. Ok, tiens, attends. Du coup, pour travailler avec nos 3 créateurs, on a sélectionné un peu 3 créateurs avec des lignes édito différentes, parce que pour nous, c'était important d'avoir des créateurs assez complémentaires sur cette campagne. Et après, derrière, le rôle principal pour les créateurs, c'était vraiment d'avoir du coup des personnalités qui adhéraient à notre idée, qui étaient vraiment en lien avec cette envie de protéger la Posidonie. Et ensuite, derrière, on a pris le relais sur une partie importante, sur la partie création. Et je vous laisse Sylvain en parler. Oui, ensuite, il y a toute la partie co-création, où en fait, l'influenceur, à ce moment-là, devient un vrai créatif à part entière. Et c'est là où c'est super excitant, parce qu'on forme un nouveau team créatif, où on va partager, enrichir l'idée, en laissant le maximum de liberté à l'influenceur. Et enfin donner lieu et donner naissance à une nouvelle création qui est la campagne, quoi. Félicitations à vous, merci pour ces quelques mots d'explication. Je vous laisse rester sur scène et poser pour la photo. Et nous passerons juste après à la catégorie programme. Ah, il vous fait signe plus vers moi. Mais c'était dans le noir, on ne voit pas. Ici? Eh ben voilà. Plus loin, c'est l'éloge. Hein. C'est un sketch. Juste après, c'est pas possible. Je crois que c'est bon là. La photo de classe est réussie. On passerait à la catégorie programme ambassadeur sous catégorie court terme. Bravo. Et on débute cette catégorie avec un bronze qui est attribué à la RATP avec Havas Paris pour Nos histoires en commun, une campagne d'influence humoristique transformant les critiques du public en sketch pour réhabiliter l'image de la RATP. Félicitations à vous, on peut les applaudir pour ce bronze.
Et on continue avec un argent qui est attribué à Burger King France avec Buzzman pour Refait King, une opération rap et fast-food inédite, un menu qui permet d'obtenir les dernières places pour Nino au Stade de France. Une opération qui a dépassé toutes les attentes en visibilité, en engagement, en vente et en perception. Félicitations à eux, on peut les applaudir pour cet argent. Et on termine à présent avec l'or qui a été attribué à Adobe avec Even pour Promptit. Pour mettre en avant la créativité sans limite et le gain de temps qu'apportent ces outils Firefly et Photoshop, Adobe a lancé l'expérience créative ultime en proposant à des artistes de créer des œuvres à partir de prompts célébrant la créativité augmentée. Regardez. Adobe présente Promptit, l'expérience créative ultime. Un brief ultra court pour un challenge de taille. 3 artistes aux visions uniques rencontrent 3 professionnels du cinéma, du jeu vidéo, de la musique pour créer 3 œuvres en partant d'un simple prompt. 15 posts, 4,8 millions d'interactions. L'imaginaire prend alors une toute nouvelle dimension. Promptit, made by humans. Pour recevoir ce prix, j'appelle sur scène pour Adobe Mélodie Edel, Senior IMIS Social and Influencer Manager, Léonard Facchino, Communication Manager, pour Even, Kevin Karadec, Directeur Général Adjoint, Gaspard André, Directeur de Clientèle, Maxime de Pomereau, Directeur de Création et Alice Mazière. Bonjour, bienvenue. Félicitations, n'hésitez pas à vous rapprocher du centre de la scène, bien devant, pour qu'on vous voit. Quel a été le bilan de cette opération ? Déjà, merci beaucoup pour ce prix. C'est trop bien. On est hyper contents et hyper excités de faire ça aujourd'hui depuis qu'on a eu la nouvelle. Du coup, pour le bilan, je vais un peu décevoir les fous et les férus de chiffres, mais je ne vais pas parler de chiffres aujourd'hui. En vrai, le bilan, il est plutôt humain sur ce projet et sur d'autres activations qu'on fait avec Even. Le premier niveau, en fait, c'est surtout que ça nous aide en fait à renforcer le sentiment d'appartenance de la marque auprès des communautés et de nos ambassadeurs. Et ensuite, nous, ça nous permet aussi de renforcer le relationnel avec les créateurs de contenu, qu'ils soient photographes, vidéastes, illustrateurs ou autres. Donc ça, c'est hyper important. Et surtout, en fait, moi, de recevoir des prix comme ça, surtout que je me dis que je suis très très fier de bosser avec Even et avec toute l'équipe. Honnêtement, l'équipe rapprochée et l'équipe éloignée qui bosse sur les projets Adobe, on pourrait ouvrir un pôle Adobe chez Even. Donc voilà, surtout bravo à eux, à leur créativité et très fier d'avoir cette équipe à mes côtés. Félicitations à vous pour ce prix. Je vous laisse poser pour la photo. Vous avez compris où il faut se placer, hein ? Ok, je crois que c'est bon. Encore bravo à vous. Et nous passons à présent à la catégorie communication de produits. Et on commence avec un bronze qui est remis à Assassin's Creed avec Biborg pour Assassin's Creed Shadows The First Mission. Une expérience mondiale sur Discord réunissant gamers et créateurs autour d'une chasse aux indices immersive. On peut les applaudir pour ce bronze. Et n'oubliez pas, si vous êtes dans la salle, de récupérer votre diplôme lors du photocall au cocktail. On poursuit avec un argent qui est décerné à Pitaya avec Joga et Values Media pour What the F is Namtok. Pour le lancement de son produit d'appel, le Namtok, au prix de 10 €, Pitaya a choisi de jouer sur le fait que son nom n'évoque absolument rien pour la très grande majorité des gens. Regardez. Ici coûte 97 €. 8 €. 299 €. 71 €. On commence par un petit déjeuner copieux pour un Namtok. 83 Namtok pour mon loyer. À 36 Namtok et que 8 Namtok. Pour 2 Namtok. 60 Namtok, ça va, j'ai pas trop exagéré. Il est maintenant temps de vous révéler la vérité. C'est quoi les Namtok ? C'est quoi les Namtok ? Voilà, félicitations, on peut les applaudir pour cet argent.
Et pour continuer, nous avons 2 heures ex aequo. Le premier est attribué à Aven avec We Are Social pour The Realest Ad, Aven et Biril. 3 influenceuses testent la crème Aven sur Biril sans filtre, créant ainsi la première pub avant-après 100% authentique. Regardez. Aven, the #1 dermocosmetic brand in France, presents The Realest Ad. Tried a lot of skincare. It's not working. To convince a whole generation that our anti-acne cream works for real, we launched the first before and after campaign that shows unfiltered real-time results. Creators posted a photo every day to show the treatment's progress, exactly when BeReal notified them. At first, even we doubted it would work. And yet, day after day, we were able to track the real change IRL. Et on peut les applaudir pour recevoir ce prix. J'appelle pour We Are Social Fanny Bonodo, Head of Influence, Alice Goy, Influence Manager. Ah, elles sont là. Je vous en prie, continuez les applaudissements, c'est tellement agréable de monter sur scène en étant applaudi. Mais non, faut pas avoir peur. Bonjour, félicitations, bravo pour ce prix. Alors, n'hésitez pas à vous rapprocher bien sur le devant de la scène. Véry, il fera plus chaud en plus. En quoi Biril a changé la manière d'envisager l'influence beauté ? Biril, c'est une application qui est authentique, qui est spontanée, contrairement aux applications comme Insta ou TikTok, où on a l'habitude de faire des contenus ultra produits. Et c'est un retour à l'authenticité, au réel, et c'était tout ce qu'on voulait avec cette campagne pour promouvoir la beauté au naturel et pur. Je ne sais pas si tu veux ajouter quelque chose. Bien, merci à toutes les équipes, merci aussi à la marque de nous avoir fait confiance, aux créateurs aussi de jouer le jeu, parce que c'est pas forcément évident de montrer sa peau à nu tous les jours. Donc ravie de voir que ça a réussi et que ça a parlé à beaucoup de gens au quotidien. Félicitations pour cette campagne, bravo pour ce prix. Merci. Je vous laisse rester quelques instants de plus sur scène. Et on pourra enchaîner avec le second heure ex aequo. Encore bravo, je vous laisse rejoindre la salle. Et dans cette catégorie, le second heure ex aequo est attribué à Burger King France avec l'agence Buzzman pour la réalisation Caviar King. Alors que la tendance nuggets et caviar se développait rapidement sur TikTok, principalement parmi les influenceurs et les créateurs de contenu fortunés, Burger King s'est emparé du phénomène pour créer un poisson d'avril devenu réel. Regardez. Les gars, c'était pas un poisson d'avril. Non mais attendez, du caviar chez BK, c'est un truc de fou, non? La première fois que j'en mange, c'est chez Burger King. J'en ai jamais mangé. Je n'ai jamais mangé de caviar de toute ma vie. C'est une grande première. Je bavais devant les vidéos de Dubaï. C'est l'occasion de tester, c'est rigolo, pour 19 €. Mais Burger King, vous êtes des génies. Et on peut les applaudir pour recevoir ce prix. J'appelle sur scène pour Burger King France, Clara Bourgeois, chargée de projet média, Sofiane Imgirs, chef de produit marketing food. Pour Buzzman, Pierre Guingamp, DGA en charge du social media, Marie Rioufol et Marie Razer, directrice artistique et conceptrice, rédactrice. Bonjour, bienvenue, Bonjour. Félicitations pour ce prix. Alors j'avais une question pour vous. À quel moment est-ce que vous vous êtes dit que cette trend était à prendre au sérieux pour la développer en vrai ? Alors en fait, au risque de faire tomber un mythe, ça s'est pas tout à fait passé dans ce sens-là, c'est-à-dire qu'on n'a pas vu la trend et on s'est dit ok, qu'est-ce qu'on va en faire ? On cherchait quelque chose pour le 1er avril. Initialement, on avait une autre idée qui n'a pas fonctionné. Et des fois, c'est bien, les choses qui ne fonctionnent pas, puisqu'en fait, ça nous a amené à cette idée-là. Et on s'est dit, en fait, on a compris en parallèle qu'il y avait cette trend-là sur les réseaux sociaux. Et on s'est dit, mais c'est génial, on a de l'or entre les mains. Rendons accessible ce produit d'ultra luxe via nos 600 restaurants. Donc, c'est un coup de chance, en fait. Et voilà, un beau coup du destin. Si vous aviez un mot à ajouter. Buzzman ? Faut pas tout dire parfois. Non, oui, effectivement, ça a été la rencontre de quelque chose qui se passait sur les réseaux et puis d'un moment de l'année où on essaye tout le temps de faire quelque chose qui sort de l'ordinaire. Donc voilà, il y avait aussi le fait de, c'est moins central, mais le fait de l'annoncer, que tout le monde pense qu'évidemment c'était une blague. Et
mais en fait, ça n'en était pas une, et c'était vraiment dans tous les restaurants, a aussi grandement participé au succès de cette opération. Et puis, c'est ce que disent les gens dans le case. Au final, ce qui nous a plu, c'est de faire rencontrer cette tendance qui est habituellement destinée à des gens qui sont à Dubaï, qui sont blindés et qui la font parce que c'est très show-off, et de la faire rencontrer avec une marque extrêmement populaire, présente partout, et de le rendre, alors même si 19 €, ça peut être, c'est cher dans un fast-food, mais ça reste extrêmement accessible par rapport au prix du caviar. Et du coup, il y a énormément de gens pour qui c'était la première fois, et qui du coup ont produit énormément de contenu pour dire voilà, j'ai jamais eu l'occasion de goûter du caviar avant, et grâce à Burger King, je peux le faire. Merci beaucoup, félicitations à vous. Je vous laisse rester sur scène quelques instants de plus pour la photo. Et juste après, nous passerons à la catégorie communication responsable, intérêt général, sous-catégorie campagne grand public. Encore bravo, je vous laisse rejoindre la salle. Et on commence avec 2 bronzes ex aequo. Le premier a été attribué à WWS avec l'agence Mogul pour la réalisation Garde la flemme, campagne que nous avons déjà récompensée un peu plus tôt. Félicitations à vous une nouvelle fois pour ce 2e prix aujourd'hui. Le second bronze a été décerné à Lime et Meuf avec l'agence Monet pour campagne Queen du bitume. Lime et le collectif engagé Meuf se sont unis pour dénoncer le harcèlement des femmes dans la rue, tout en positionnant le vélo électrique libre-service comme le moyen de transport le plus sûr. Une campagne féministe et urbaine amplifiée par des créatrices engagées. Félicitations à vous, on peut les applaudir pour ce bronze. Et on poursuit cette catégorie avec un argent qui est attribué à Santé publique France avec Babel Stratégie et Création et Reach pour #gênant ou pas. Des créateurs TikTok abordent la sexualité des jeunes avec humour et naturel pour rediriger vers le site On s'exprime. Ils ont eu carte blanche en se mettant en scène dans des vidéos humoristiques en POV, non brandées, avec pour seule contrainte de respecter le cadre de #gênant ou pas. On peut les applaudir pour cet argent. Félicitations à vous. Et on termine cette catégorie avec 2 ors ex aequo. Le premier revient à la Fondation des femmes avec l'agence Australigad pour la réalisation Ne pas ignorer. Une campagne bouleversante qui transforme le bouton ignorer de YouTube en ne pas ignorer pour dénoncer les violences faites aux femmes. Regardez. Me concernant, il est simplement poursuivi pour détention et fixation d'images à caractère sexuel et pornographique. Mais ça, c'est pas les faits. Les faits, c'est qu'il m'a droguée et qu'il m'a sans doute violée. Dans 91% des cas, les victimes de viol et tentatives de viol connaissent leur agresseur. La parole des femmes ne peut plus être ignorée. Contre l'indifférence, vos dons font la différence. Donnez sur fondationdesfemmes.org. Et pour recevoir ce prix, on peut les applaudir. J'appelle pour la Fondation des femmes Anne-Cécile Mayfair, présidente. Pour Australigad, Gilles Masson, président. Aline Auger, directrice conseil. Lola Leilug, directrice artistique. Victorien Serre, concepteur-rédacteur. Et Maël Poincet, directeur artistique. Bonjour à tous, bienvenue. Félicitations pour ce prix. Alors c'est une campagne de sensibilisation et d'appel aux dons qui a été complétée par un dispositif d'influence. Comment est-ce que tout cela s'est déroulé ? Oui, merci beaucoup. On est vraiment super fiers de ce prix. Merci beaucoup. Alors, ça s'est déroulé. Nous, on cherchait une agence en capacité de nous accompagner pour cette campagne de collecte de fin d'année. Donc, on sensibilise et on lève des dons. Et c'est pas facile parce qu'en fait, nous, dans le brief, il y a. Alors, on vous explique qu'on veut pas payer. Donc c'est sûr que on est déjà extrêmement reconnaissante à Australigad de nous avoir accompagnés parce qu'en plus, on est des très mauvaises clientes. Et cette campagne, en fait, pour nous, c'était lever des fonds et en même temps sensibiliser. À la base, on était parti sur la libération de la parole, mais très vite, en fait, nous, ce qu'on voit tous les jours, c'est que les femmes parlent et qu'on les ignore. Et cette campagne, elle est arrivée à un point nommé, puisque, vous vous rappelez, il y a 1 an, c'était le procès des viols de Pellico. Et donc, à ce moment-là, en fait, il y avait des vidéos. C'était le sujet, Dominique Pellico, tout était en vidéo. C'était impossible d'ignorer ce qu'il avait fait et d'ignorer ce que les 80-90 hommes avaient fait.
Et donc finalement, cette idée de ne pas ignorer, qui était vraiment une idée de l'agence, elle est arrivée, vraiment, c'est le bon message aussi au bon moment, qui a bien senti aussi l'air du temps, ce qui se passait à ce moment-là, on ne peut pas détourner le regard, voilà ce qui s'est vraiment passé, vous ne pouvez plus ignorer les violences faites aux femmes. Très clairement, en fait, on constate, et je pense que tous les gens qui travaillent pour les grandes causes s'en rendent compte, qu'il y a aujourd'hui une surmédiatisation des grandes causes. On les voit partout, et en fait, ça entraîne un effet pervers qui est l'invisibilisation. On les voit de moins en moins, on les ignore. Donc nous, on est parti de ça en disant comment on arrive sur un sujet aussi crucial à justement éviter que les gens ignorent. Et en fait, il y a ce fameux bouton YouTube, ignorer, c'est ne pas savoir. Et en fait, il y a un phénomène d'évitement chez les gens qui est soit on dit « je ne savais pas », soit on dit « je ne savais pas quoi faire ». Et on est parti juste de cette idée qu'ont trouvée les créatifs, et je tiens à saluer les créatifs, l'équipe, et je tiens à saluer particulièrement Lola et Victorien qui ont été élus le meilleur team créatif jeune de l'année par Stratégie. Donc voilà, c'est pas rien. Et voilà, et ces jeunes créatifs qui ont cette idée extrêmement simple, qui est en fait une idée créative de planning stratégique également, qui est de se dire, mais en fait, vous pouvez pas dire ne pas savoir, vous pourrez plus le dire. Ne pas ignorer, on a joué avec ce bouton, et voilà. Félicitations, merci pour ces quelques mots, merci pour cette campagne. Je vous invite à poser pour la photo. Et nous enchaînerons avec le deuxième hors ex aequo. On peut les applaudir une nouvelle fois. Je vous laisse rejoindre la salle. Bravo pour cette campagne. Le deuxième hors ex aequo est remis à la Ligue contre le cancer avec DDB Paris pour la réalisation Va chier. Le cancer colorectal est le deuxième cancer le plus meurtrier en France. Alors pour inciter les personnes de plus de 50 ans à se faire dépister, la Ligue contre le cancer a choisi de jouer la carte de la provocation avec un slogan très simple, Va chier. On regarde. Va chier. Quand j'ai reçu ça au bureau, je me suis dit mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Je vais enfin pouvoir parler de caca sans me faire engueuler. C'est comme Octobre Rose, mais dans le trou. C'est une super campagne. C'est la Ligue contre le cancer. J'ai été dérangé, heurté, tambouriné par le slogan Va chier. Ce qui est choquant, en fait, c'est d'avoir 17 000 morts par an. On va chier et c'est terminé. Fais comme Oscar, va chier. C'est pas dans le mur. Ah non. Et on peut les applaudir. Pour recevoir ce prix, j'appelle pour la Ligue contre le cancer Sandrine Jobin, directrice de la communication, Sylvia Gomez, responsable communication. On peut continuer de les applaudir. Je vous invite à le faire. Pour DDB Paris, Vincent Léora, vice-président, Adeline Lecrène, directrice artistique, Gwenaëlle Biras, conceptrice rédactrice, Anne-Marie Gibert, directrice des relations presse, Bertie Caron, chef de pub, et Louise Riu, directrice commerciale. Bonjour à toutes, félicitations pour cette campagne, pour ce prix. Je vous invite à vous rapprocher du devant de la scène. Comment est-ce qu'on fait pour trouver le ton juste entre humour et santé publique ? Disons que c'est sur un sujet comme celui-là, on a assumé, c'est une stratégie d'être allé un peu loin et d'avoir volontairement utilisé des mots qu'on ne pourrait pas ignorer. Faut savoir que le dépistage du cancer colorectal est très simple et aujourd'hui, 1/3 des personnes le font uniquement. C'est un cancer qui tue chaque année 17 000 personnes par an. Et c'est pas vraiment le cancer qui tue parce que c'est un cancer qui soigne. C'est l'omerta qu'il y a autour du dépistage. Et en utilisant des mots aussi clairs et aussi nets sur le mode opératoire du test, on a eu envie de donner écho à ce truc. Il faut qu'on en parle, il faut que les gens abordent le sujet entre eux et qu'on en parle autour de nous, assez proches. Donc le message était assez net. Je voudrais quand même dire que c'était une campagne qui n'était pas facile à vendre. Donc merci à nos commerciaux, Louise Riu, d'avoir porté cette campagne et de l'avoir vendue. Et ensuite, il y a eu un boulot incroyable et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. En RP, en influence, notamment avec Anne-Marie Gibert qui a fait des RP incroyables. La campagne était très vite partout et on a vraiment, on est super fiers de ce prix parce que c'est un vrai boulot d'équipe. Voilà. Félicitations à vous. J'espère que le message est clair et est passé.
N'hésitez pas à vous rapprocher du devant de la scène pour poser pour cette photo. Et juste après, nous passerons à la prochaine catégorie, catégorie campagne intégrée institutionnelle ou B2B, sous-catégorie campagne institutionnelle ou financière. Encore bravo. Dans cette catégorie, seul un argent a été décerné et il revient à la RATP avec Havas Paris pour la réalisation Nos histoires en commun. Projet récompensé plus tôt, mais maintenant on va découvrir la vidéo. Les trolls ont le pouvoir de rendre virale n'importe quelle banalité, surtout quand vous êtes la RATP. Alors, pour rendre visibles ces initiatives, la RATP a décidé de retourner contre eux leur sens de l'humour, avec Nos histoires en commun. Lydie Alba et Guillaume Genoux sont repartis de tweets de trolls pour mettre en évidence ces actions clés. Que pensez-vous des transports de demain? Un train toutes les 2 minutes? Oh, avec des affiches lumineuses. Une ligne Paris-New York. Nous sommes dans un sketch, madame, pour un placement de produit RATP. Rarement Internet n'aura autant remarqué en bien la RATP. Félicitations à vous, on peut les applaudir pour cet argent. Et nous passons à présent à la catégorie campagne multiplateforme. Dans cette catégorie également, seul un argent a été décerné et il revient à Spotify et Tinder avec DDB Paris pour la réalisation de Blind Date, une rencontre inédite entre amour et musique. 100 célibataires testent leur compatibilité grâce à leur playlist partagée sur Spotify. On regarde. 50 célibataires, un objectif, trouver son match musical. Ah, c'était sûr. Et pour présenter ce concept, quoi de mieux que de réunir un couple pour qui les dates et la musique n'ont plus aucun secret. Le Motif, un des meilleurs producteurs et artistes de sa génération. Et Océane, la reine du love sur YouTube. Notre connexion is not about money. C'est beau! Pour recruter ses candidats, Océane a joué le jeu en se créant un profil Tinder. Chacun pouvait alors la matcher et soumettre directement sa candidature. Une campagne multiplateforme qui a généré plus de 22 millions d'impressions cumulées sur les réseaux sociaux. On peut les applaudir pour cet argent. Et à présent, nous allons passer à un prix pas un peu particulier remis par la rédaction de Stratégie. Comme lors de la précédente édition, la rédaction a remis 2 prix particuliers. Stratégie récompense à la fois la personnalité qui a su le mieux manier les techniques de l'influence en 2025 et le ou la directrice de communication qui a été le plus proactive dans ce domaine. Nous avons un prix dans les médias et un 2e prix qui sera remis tout en fin de cérémonie. On garde le suspense jusqu'au bout. Je vais demander à présent à Gilles Vibaud, directeur de la rédaction de Stratégie, de me rejoindre sur scène pour remettre le prix, tenez Gilles, du directeur de la communication le plus influent. Oui, merci Salomé. Alors, petite explication en plus du palmarès donc, qui est remis par un jury de professionnels de haut niveau, on l'a vu présenter tout à l'heure. La rédaction, qui suit chaque semaine et chaque jour l'actualité de l'influence, a décidé de remettre 2 prix. Alors, effectivement, il y a le créateur de contenu de l'année qu'on découvrira après le Grand Prix. Ce sera notre surprise du chef qui arrivera juste après. Et puis avant, il y a ce qu'on a baptisé, nous, le DIRCOM le plus influent. Et chaque année, effectivement, on se pose la question du DIRCOM qui manie le mieux ses outils d'influence. Et on a estimé cette année que le DIRCOM le plus influent, c'est Renaud Berthe, qui est directeur de la communication de Itch. On peut l'applaudir bien fort. Venez nous rejoindre sur scène, Renaud. Bravo, Renaud. Peut-être le temps que ça se connecte, non? Attendez, j'en ai un 2e. On en a un de secours au cas où. Pareil à toute éventualité. Là, ça a l'air mieux. Allez. C'est parfait. On vous remet le prix. Merci beaucoup. Merci. Bravo, Renaud. Alors, c'est vrai que nous, ce qui nous a frappé, c'est que vous êtes un peu dans une posture de challenger. Hein. Je pense à Burger King face à McDo, qui est aussi, on en a parlé tout à l'heure, on les a vus sur scène, toujours enfin Burger King ou alors les autres concurrents face à McDo, toujours dans un peu la guéguerre aussi face à McDo et qui fait des coups d'éclat. Vous avez fait entendre une musique un peu différente. Vous travaillez avec BETC, pardon, c'est votre agence classique. Et puis, vous avez un axe de différenciation. C'était à la fois la banlieue et le prix. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu cette année, ce que vous avez fait de fort cette année? Oui, bien sûr. C'est vrai qu'on a, l'année dernière, gagné beaucoup de visibilité en repositionnant la marque dans une dimension presque territoriale autour du territoire de la banlieue.
qui était une manière effectivement de prendre un sujet qui fait débat, et effectivement, on parle d'influence, générer de la conversation autour de cette thématique-là. Cette année, ce qui est intéressant, et c'est pour ça que je suis d'autant plus content de prendre le prix cette année, c'est qu'on a rééquilibré le mix en se disant qu'il fallait à la fois continuer sur ce territoire, mais aussi parler du prix. Et le prix, c'est quand même le truc le plus préempté, pas seulement dans notre catégorie, mais dans tous les marchés confondus. Et donc, en fait, le challenge, c'était d'arriver à être aussi créatif et de générer autant de conversations en parlant d'un truc aussi chiant, pardon, que le prix. C'est à peu près ça. Donc, ça donne cette campagne pigeon, pas pigeon, hein, c'est ça ? Ouais, il y a cette campagne Pigeon, pas Pigeon, qui est effectivement la campagne média, mais on avait un vrai programme de communication. L'idée, c'était de générer, un peu comme on l'a fait l'année dernière, mais sur le prix, un programme de communication avec à chaque fois des formes qui génèrent de la conversation. Donc on a fait cette campagne avec les pigeons, on a fait le premier coupon qui augmente le prix de la course de 23% pour enfin vivre l'expérience Uber dans un hitch. Oui, on a créé le bar le moins cher, etc., etc., etc. Ça, effectivement, c'est effectivement un coup un peu rigolo. Vous racontez qu'en fait, il y a eu 5000 personnes qui ont utilisé ce flashcode, c'est ça ? Oui, c'est ça. C'est peut-être un bon message pour les annonceurs et les agences. Les gens ont de l'humour. Donc il y a effectivement 5000 personnes qui l'ont claimé et qui l'ont utilisé. Donc c'était un code promo qui en fait augmentait le prix de leur course qui augmentait le prix de la course de 23%, et les mecs, ça les a fait marrer, donc ils ont tous payé 23% plus cher. Et donc le message était passé un peu au-delà de nos espérances, parce qu'on voulait passer le message, on voulait pas forcément générer de l'usage et des courses, mais c'est ce qui s'est passé. Bravo. Et alors la suite pour vous, pour Hitch ? La suite pour nous, c'est effectivement de continuer sur ce trend-là. On a effectivement, on le sait, comme enjeu de continuer de faire grandir la marque, là où le marché se structure beaucoup autour de la promo, et c'est ce qui fait le awareness, c'est ce qui fait le word of mouth. Donc on va grandir en tant que marque, on va remettre le produit au cœur aussi. Là, c'est beaucoup le marketing qui a apporté la différenciation. On veut que notre app aussi nourrisse cette différenciation, donc je pense que c'est l'année de l'alignement entre nos produits, nos services, et je le crois au regard du prix, la qualité de nos assets marketing. On vous applaudit bien fort. Bravo, bravo à Hitch. Félicitations Renaud. Je vous invite à poser en compagnie de Gilles, si vous le souhaitez, pour ce prix. Et juste après le moment tant attendu. Encore bravo. Gilles, je vous garde avec moi. Il est l'heure, pardon. Il est temps de vous révéler qui remporte le Grand Prix Stratégie de l'Influence 2025. Alors juste avant de vous dévoiler le grand gagnant du Grand Prix Stratégie de l'Influence 2025, je rappelle aux lauréats argent et bronze qu'ils peuvent aller récupérer leur diplôme lors du photocall au cocktail. Et je vais également vous préciser, comme vous l'avez peut-être remarqué, que certaines catégories n'ont pas été citées. Ça veut dire que les membres du jury ont décidé de ne récompenser aucun cas. Passons maintenant au Grand Prix. Je vous rappelle que le jury a traité plus de 70 dossiers. 8 opérations primées sont donc éligibles au Grand Prix. Et je vais appeler sur scène tout de suite et je vous demande de les applaudir. Negar Meshrefi qui a présidé ce jury et nos super membres du jury à nous rejoindre sur scène. Bienvenue. Je vous en prie, prenez place sur scène. Les escaliers sont très tricky. Bravo pour l'exploit avec les béquilles. Ah ouais, il est très fort. Bienvenue à toutes et à tous, bienvenue sur scène. Negar, je vais m'adresser à toi tout d'abord. Tu présides les réunions du jury au nom de Stratégie. Est-ce que tu as un message aujourd'hui à faire passer aux participants ? Merci Salomé, bonjour à tous. Bravo Salomé à chaque fois pour tes performances, tu es toujours parfaite, il n'y a rien à dire. C'est adorable. Vraiment. Je voudrais faire un remerciement aussi à mes équipes avant de commencer, à Gabriel et à Raquel qui m'accompagnent sur ces Grands Prix et qui ont beaucoup bossé cette année, donc un grand merci à elles deux. Si on peut les applaudir, ce serait adorable pour vous. Merci Sylvie. Un petit mot sur ce jury, je suis toujours très contente d'accueillir, d'inviter des membres du jury différents chaque année. On le voit avec Salim, on n'était pas d'accord sur le jury, donc il a un talon d'Achille en moins. Voilà, il faut faire attention quand on est sur une réunion de jury. Blague à part, en tout cas, voilà, je suis toujours très contente. Chaque année, je change les membres du jury, à part pour Mohamed et la SRP qui nous accompagnent sur ce Grand Prix-là, parce que vous êtes force aussi sur les règles de déontologie, donc c'est pour ça que vous êtes toujours là chaque année. Et un grand merci
d'être là depuis 6 ans avec nous. Mais voilà, chaque année, je change les membres du jury. Mon rôle, c'est d'aiguiller surtout les jurys pour avoir un palmarès qui vous représente. Cette année, on a eu des très beaux projets et on a eu une question qui est revenue encore cette année sur qu'est-ce que l'influence ? Alors, je le redis, en fait, chaque année, ce Grand Prix-là, il a été créé il y a 6 ans. Après le Grand Prix des RP qu'on a changé en Grand Prix de l'influence. Donc on n'oublie pas les RP. Les RP, c'est très important. C'est une partie très, ouais, exactement. C'est une partie très importante de notre métier. C'est pas un Grand Prix des influenceurs. C'est un Grand Prix de l'influence, des RP et du KOL. Donc ça, je le répète, je le dis à chaque fois en réunion de jury, parce qu'on a tendance à l'oublier. Donc un grand bravo aussi à toutes ces personnes de l'ombre des RP qui en font ce métier. Et j'ai demandé du coup cette année à 2 membres du jury de prendre la parole sur cela. Donc à Salim, je vais te tenir le micro, juste pour que tu nous donnes un petit peu tes impressions sur cette réunion-là. Merci beaucoup. C'était une super journée déjà, entourée de plein de professionnels et de personnes très cool. Et pour reprendre ce que tu as dit sur l'influence, on s'est rendu compte qu'il y avait plein de définitions possibles en fait, de l'influence. Et c'est pour ça qu'il y a eu plein de débats mouvementés parfois, et ça m'a coûté un tendon d'Achille. Mais c'était intéressant de croiser les points de vue en fait, pour comprendre, pour expliquer, pour justifier le pourquoi on avait préféré tel ou tel projet. Et au final, si je peux juste résumer la finalité, ce pourquoi on a choisi ce Grand Prix, on s'est rendu compte au fil des échanges qu'il y avait des divergences de points de vue, mais que ce qu'on cherchait tous, et à titre personnel, moi je le vois avec Views, les audiences sont aussi à la recherche de sens. Et je pense que le choix qu'on a fait pour ce Grand Prix est assez valide. Donc merci à tous. Excuse-moi, juste un dernier petit mot. Je voulais aussi souligner, on ne l'avait pas dit tout à l'heure, mais tu sais, on se l'est dit en réunion de jury. Bravo pour les dossiers présentés cette année, puisque tous les dossiers étaient quasiment conformes aux règles de déontologie. Je peux vous dire que j'ai la police à côté de moi. Dès qu'il y a un dossier qui n'est pas conforme, il me dit les gars, on ne peut pas le récompenser. Donc vraiment pour le coup, bravo à vous tous, parce qu'on le voit, l'évolution en 6 ans sur les campagnes qui ont été primées. Toutes les campagnes qui ont été primées, j'avais les polices avec moi, ont respecté toutes les règles de déontologie, donc que ça continue. Voilà. Sans plus attendre, Gilles, je vous laisse nous annoncer qui est le nom du grand gagnant aujourd'hui du Grand Prix Stratégie de l'Influence. Donc le Grand Prix Stratégie de l'Influence 2025 est remis à la Fondation des femmes et à Australigad. On peut les applaudir bien fort. Juste avant de vous recevoir sur scène et de redécouvrir peut-être la campagne en images, Négar, je te repasse la parole. Oui, j'avais demandé donc du coup à Lucille Moreau. Tu prends la parole pour le jury pour expliquer notre choix, même si c'est quand même évident. En fait, on ne pouvait pas faire autrement, mais voilà, quelques mots. Avant la vidéo, alors. Avant la vidéo, c'est ça. Ok. Alors, j'ai préparé un petit mot parce que je trouve que c'est un prix qui est très spécial. On parle de l'influence, mais en remettant ce prix, on ne parle pas que de l'influence qui divertit, mais aussi de l'influence qui ouvre les consciences. La violence faite aux femmes est une réalité qui est connue, documentée, et vous en avez extrêmement bien parlé tout à l'heure. Mais aujourd'hui, 94% des cas sont classés sans suite. Il y a quand même cette notion d'ignorance qui est assez importante. La Fondation des femmes et son agence ont réussi, grâce à un mécanisme créatif, intelligent, en détournant des codes sur YouTube, ne pas ignorer, de réellement dévoiler et de nous permettre de ne pas ignorer. Ce soir, nous honorons cette campagne, non seulement pour son idée créative, mais pour son courage, pour avoir pris un geste banal, cliqué sur ignorer et l'avoir transformé en miroir. Merci aux équipes de la Fondation, à son agence Australie, qui ont porté ce projet, et aussi aux femmes qui ont accepté de témoigner et d'exposer leur histoire, et à tous ceux qui ont refusé enfin d'ignorer en cliquant sur ce bouton. Merci.
Merci beaucoup pour ces quelques mots. Merci à vous toutes et tous, chers membres du jury. Merci beaucoup, Négar. Je vous laisse rejoindre la salle et on découvre tout de suite cette campagne en images. 94% of rape complaints are still dismissed. Thousands of women are ignored. La Fondation des Femmes, France's leading feminist organization, presents Ne pas ignorer, the first ad campaign you can't ignore. In French, skip ads translate to ignore. By hijacking the ignore button, Ne pas ignorer transforms pre-roll ads into testimonials you can't ignore. Me concernant, il est simplement poursuivi pour détention et fixation d'images à caractère sexuel et pornographique. Mais ça, c'est pas les faits. Les faits, c'est qu'il m'a droguée et qu'il m'a sans doute violée. Women's voices can no longer be ignored. Against indifference, donations make a difference. Et vraiment, une fille bien bâtie comme vous, les violences conjugales, on n'y croit pas beaucoup. Et ça m'a fait taire à tout jamais. All these ignored voices have finally been heard more than 15 million times. J'ai tellement peur juste en fermant les yeux de me prendre un coup en pleine tête. Pour que les femmes ne soient plus ignorées. Countless women have adopted the campaign in the street and on social media. Vous le voyez, plusieurs manifestations ont été organisées aujourd'hui. Dans de nombreuses villes en France, plusieurs milliers de personnes ont défilé aujourd'hui contre les violences faites aux femmes. Plus d'une centaine de femmes qui sont mortes. Thousands of women have claimed the campaign as their own. With one button, thousands of women are no longer ignored. 81% increase in donations, 12,000 women provided with legal assistance, with €0 in media investment. The fight goes on. Et pour recevoir ce prix, j'appelle à nouveau pour la Fondation des Femmes Anne-Cécile Melfer, présidente. Pour Australigad, Gilles Masson, président. Aline Auger, directrice conseil. Lola Leilug, directrice artistique. Victorien Serre, concepteur-rédacteur. Et Maël Poincet, directeur artistique. On peut les applaudir bien fort. Il s'agit du Grand Prix Stratégie de l'influence 2025. Et Gilles, la parole est à vous. Oui, peut-être une première question côté agence pour Gilles Masson, Australigad. C'est vrai que l'idée forte, je trouve, c'est ce détournement du bouton, on en a parlé tout à l'heure. Comment ça vous est venu, cette idée? C'est un dialogue avec la Fondation? C'est une idée de l'agence? Le mot ignorance, c'était le cœur du brief quasiment. C'est-à-dire que après la période MeToo, on s'est rendu compte qu'en fait, on en parlait des harcèlements ou des viols ou des choses faites aux femmes, mais que quelque part, ça n'était pas ensuite pris en charge. Vu qu'il y avait 94% qui restaient sans traitement, vu qu'un tiers des délits étaient faits par des gens que les femmes connaissaient. Et en fait, on s'est rendu compte que ces chiffres étaient astronomiques, mais que quelque part, on les ignorait. C'est-à-dire qu'on était écoutés, mais pas entendus. Et donc, ça a été vraiment comment on arrive à arrêter le fait de dire « je ne savais pas », et comment on arrête le fait de dire « on en parle, mais en fait, il n'y a pas concrètement quelque chose qui se passe derrière ». Et effectivement, on s'est dit, le fait de partir de ce bouton ignoré est au cœur du retournement de la prise d'aïkido. En fait, c'est une prise d'aïkido qu'on a fait. Et cette prise d'aïkido, on l'a fait avec 3 niveaux. On l'a fait avec, grâce à la Fondation des Femmes, toutes les femmes connues qui travaillent avec la Fondation des Femmes et qui sont des bénévoles. Je pense à Muriel Robin, à Julie Gaillet, à Yael Naïm, à Enora Malagré. Ça, c'était la première caisse de résonance. C'est elle qu'on met en scène. Mais on met en scène surtout des femmes qui ont connu ces problèmes de viol ou de harcèlement. Donc c'est une deuxième caisse de résonance, donc c'est elles qu'on voit, etc. Et ensuite, il y a 2 caisses de résonance qui sont hallucinantes. C'est tout simplement le fait qu'on va donner des kits aux influenceurs avec ne pas ignorer. En fait, les influenceurs ont été très influencés. Vous voyez ce que je veux dire ? Ils ont été très guidés. On leur demandait de mettre en scène ce bouton ne pas ignorer. Et ensuite, le vrai secret, c'est l'appropriation par les gens. La vraie caisse de résonance, c'est grand public. Quand vous avez dans des manifs des centaines de gens à qui on a donné le bouton ne pas ignorer, ou sur Instagram, des centaines de vraies femmes qui, enfin quand je dis vraies, toutes ces femmes sont vraies, vous voyez ce que je veux dire, mais le grand public qui s'approprie la campagne et qui a ce filtre, ben ça change tout. La vraie influence, elle est là. Côté Fondation des Femmes, alors c'est vrai qu'on a parlé un petit peu de chiffres. C'est un succès à la fois en termes de levée de fonds qui vous a aidé pour l'association. Aussi, vous avez pu mesurer l'impact en termes de, j'allais dire, de conscience, de prise de conscience ou pas,
l'impact de la campagne. Oui, je pense que tout à l'heure, je soulignais l'extrême générosité de Straligat qui nous a accompagnés en faisant des efforts sur toute la ligne, mais je voulais aussi souligner le talent, la motivation des équipes et leur engagement aussi. Je crois que c'est un sujet qui était aussi au cœur voilà, de leurs engagements aussi personnels à chacun et chacune, donc un immense merci. Ça a résonné, comme je le disais aussi, parce que justement, c'était pile poil ce qu'il fallait dire à ce moment-là. Et donc, effectivement, nous, grâce à ça, ça nous permet ensuite de mobiliser plus largement aussi les pouvoirs publics. C'était un moment aussi où en 2024, on a lancé cette grande pétition pour une loi intégrale contre les violences sexuelles. Et donc on continue aujourd'hui de récolter les fruits en quelque sorte de cette demande en fait de ne pas être ignoré. Et avec ces mots très justes qui ont été posés dessus, ça nous permet, voilà, vis-à-vis des pouvoirs publics, là par exemple il y a 2 jours, on a eu justement cette loi intégrale qui a été déposée à l'Assemblée nationale. Donc nous en fait tout ça, ça nous fait une caisse de résonance bien plus vaste que les seuls dons. Et sur les dons, donc là c'était indiqué 80%, donc on a eu 80% de dons en plus, donc c'est 40% de revenus en plus, mais c'est également 150% de donateurs réguliers en plus. Donc en fait, on a en quelque sorte les gens qui sont abonnés, entre guillemets, beaucoup plus fréquemment qu'avant. Donc on sent aussi cette idée de vouloir s'engager auprès de la Fondation des femmes avec ce mot d'ordre, ne pas ignorer. Je pense que c'est vraiment quelque chose qui... Enfin, toutes les femmes, en fait, c'est pas seulement dans le cas de violence, mais c'est en réunion, c'est au dîner de famille. Enfin, en fait, le nombre de fois où on est ignoré, c'est un truc de fou. Et donc, je pense que ce mot-là, il a résonné vraiment avec le vécu, le quotidien des femmes, et il nous aide encore aujourd'hui à pousser et à mobiliser plus largement jusqu'au pouvoir public. Bah, bravo à vous, bravo. Bravo pour ce Grand Prix. On peut vous applaudir bien fort. Félicitations à vous, je vous laisse. Je vais juste citer l'équipe, donc Aline, que je tiens vraiment à remercier, qui a porté à bout de bras le projet. Voilà, donc Lola et Victorien, qui sont, je le redis, le jeune team créatif de l'année. Maëlle, qui est à côté de moi, et Philippe Boucheron, le directeur de création. Voilà. Oui, et Gilles Masson, bien sûr. Encore félicitations à vous pour ce prix. Je vous invite à vous rapprocher du devant de la scène pour la dernière photo, l'avant-dernière photo. Puisque si vous avez suivi, vous vous souviendrez qu'il y a un 2e prix spécial à remettre avant de passer au cocktail. Et je vous propose qu'on applaudisse une dernière fois, bien entendu, le Grand Prix Stratégie d'Influence 2025, pendant qu'il rejoigne la salle. Et je vais à présent, pour le prix du créateur de contenu 2025, appeler à mes côtés Ambrine Ziani, journaliste et vidéaste. Bonjour Ambrine. Gilles, je vous libère. Oui. Bon, juste pour préciser, donc c'est la suite. Non, j'ai du mal à partir. Non, c'est juste que c'est pour expliquer. Donc c'est la suite du prix de tout à l'heure. Donc c'est le prix de la rédaction. À nouveau, la rédaction a décidé de choisir le créateur ou la créatrice de contenu qui a le plus marqué l'année. Voilà, je m'en vais. Merci beaucoup Gilles. Je vous laisse rejoindre la salle. Ambrine, je vous laisse nous dévoiler à qui revient le second prix de la rédaction, le prix du créateur ou de la créatrice de contenu de l'année 2025. Alors, le prix du créateur de l'année 2025 a été attribué à Amine Mathué. On peut l'applaudir, il est dans la salle avec nous. Je vous invite à nous rejoindre sur scène. Bonjour, félicitations pour ce prix. Bonjour, bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. Désolé, je suis un peu malade. Merci beaucoup pour l'accueil. Merci pour le prix. Oh, c'est gentil. Et très bel accent. Donc, Ambrine avait des questions pour vous. Tu me permets de te tutoyer, ça va ? Avec plaisir, avec plaisir. Alors, tu as 32 ans, tu es suivi par 1,6 million d'abonnés sur Insta et par 3,3 millions d'abonnés sur Twitch. J'ai encore vérifié il y a quelques minutes. Ok, super. Il y a encore une dizaine de jours, tu étais du côté du stade Jean Bouin pour l'édition numéro 2 de Stream for Humanity, le marathon caritatif. On le rappelle, vous avez récolté 1,5 million d'euros pour Médecins sans frontières et pour Secours populaire français. Selon toi, concrètement, qu'est-ce qui fait la force de Stream for Humanity ? Je pense que ce qui fait la force de Stream for Humanity, c'est l'engagement des communautés, des créateurs de contenu. Être streamer, c'est être très souvent en contact avec
avec les gens en live, du coup sur la plateforme Twitch, pour ceux qui connaissent ou qui connaissent un peu moins, qui est une application ou un site où on peut faire du live, du broadcast, du streaming, enfin tous les termes que vous voulez, en direct et au contact de sa communauté. Et on est en quelque sorte du coup très très proche d'eux. Et cet événement Stream for Humanity, c'est les utiliser à bon escient pour pouvoir récolter un maximum de dons pour la bonne cause. Donc avec Médecins sans frontières pour les peuples dans des états assez compliqués à travers le monde, ou pour le secours populaire pour les étudiants dans des états de précarité. Dans la salle sont présents à la fois des agences, mais aussi des marques. Toi, tu es sollicité par les marques. Est-ce que tu peux nous expliquer comment tu fais ton arbitrage, c'est-à-dire pourquoi tu vas partir sur certains projets et pourquoi tu vas en décliner d'autres? Au niveau des projets au global ou au niveau des projets sponsors, enfin au niveau des marques? Des projets au global, mais qui impliquent des annonceurs. Je pense que les aventures qu'on fait avec les sponsors, en tout cas moi pour ma part, je les fais plus de manière naturelle. C'est à partir du moment où je suis un consommateur, je vais foncer. J'ai une équipe aussi où je suis pas forcément, tu parles d'agence, je suis pas un créateur de contenu qui est signé en agence. J'étais en indépendant toute ma vie. J'ai jamais signé nulle part, donc je fonctionne avec ma petite équipe. On bosse ensemble, on avance, et du coup j'aime ce contact aussi assez humain directement avec les sponsors et les marques avec qui je travaille. Je ne vais pas juste envoyer quelqu'un de mon équipe qui est commercial et de manière assez robotique et vulgairement me dire il va aller me chercher de l'argent. Je préfère le contact humain, savoir avec qui je vais travailler, qui sont ces personnes derrière les marques, quel projet on va entamer ensemble, est-ce qu'on a la même vision d'optique, et est-ce que aussi pour eux je ne suis pas juste un sac à visibilité. Et voilà, c'est un projet mutuel et on fait ça main dans la main. Tu as commencé à nous parler de ton staff. Au quotidien, qui t'accompagne? Écoutez, il y a Salim qui est ici, qui est en béquille après une blessure au five. donc voilà. J'ai Julien, commercial, Carnage, avec qui j'ai démarré aussi, qui est réal, prod, qui gère aussi le côté boîte de production pour les événements. J'ai Abdel, qui est mon cousin, qui travaille avec moi. Et j'ai monsieur Thomas Mesquida, analyste financier, entre autres, et directeur d'OTP, qui est une boîte d'e-sport. Donc voilà. Aujourd'hui, donc, on t'a remis le prix du créateur de contenu de l'année 2025. Toi, plus largement, quel regard un peu est-ce que tu portes sur le secteur en France? Comment est-ce qu'il évolue selon toi? Le secteur du streaming, c'est... Ou de la création de contenu. La création de contenu. Comment est-ce qu'il évolue? Je pense qu'on peut dire que c'est quoi? C'est la nouvelle télé. Hein. Franchement, si je veux résumer ça en une phrase, je pense que la nouvelle télé est beaucoup plus axée aux jeunes. Et même ça, en vérité, c'est faux. Maintenant, la moyenne d'âge, elle a énormément augmenté. Il y a des consommateurs de tout âge, toute communauté. Et je pense que c'est déjà ringard de dire c'est l'avenir depuis très longtemps. Ça peut que bien évoluer et ça va continuer d'évoluer. Et il y aura des nouvelles générations et encore d'autres nouvelles générations. Bientôt, moi, je ne serai plus là, d'autres vont nous remplacer. Et peut-être que ça sera vos enfants ou des enfants de gens dans la salle ici. Et je pense que ce qui est bien, c'est que plus le temps passe aussi, plus les créateurs de contenu deviennent de plus en plus conscients et utilisent à bon escient les communautés qui sont construites. Et on te connaît beaucoup pour le sport, enfin principalement pour le sport même. Est-ce qu'il y a d'autres secteurs que tu aimerais investir, notamment l'édition ou le cinéma? Je cite ces secteurs-là parce que c'est ce qu'on voit chez d'autres créateurs de contenu. Ah ouais. Est-ce que tu vas nous sortir une petite info? C'est ça en gros la question. Est-ce que j'ai soif d'argent ou de buzz? C'est ça la question. Ça, c'est à toi de nous le dire. Pour l'instant, je me concentre sur ce que je fais honnêtement. Après, c'est sûr que j'ai des passions à côté, mais je pense qu'il faut quand même une certaine légitimité. Je ne vais pas m'aventurer dans des trucs parce que je profite un peu juste du statut que j'ai
et possiblement des opportunités que ça peut me créer, parce que les gens vont se dire il a une communauté, donc forcément si on fait un projet film ou produit, ça va fonctionner. Je pense qu'il y a quand même une histoire de passion avant ça dès le départ. Pour l'instant, je me prive de rien, mais je pense que j'ai encore déjà assez d'événements et de projets à construire sur Internet avant de penser à autre chose. Donc voilà. Il y a un point que tu voulais rajouter avant de nous quitter? Comment? Il y a un point que tu voulais rajouter avant de nous quitter? Non, déjà je voulais vous remercier. Merci beaucoup. Merci à tous dans la salle. Ça me fait super plaisir de recevoir ce prix. Il est original. Je dirais une GameCube, mais merci beaucoup. Et si je le reçois avant tout, c'est quand même grâce aux gens qui me font confiance, aux gens qui me suivent, aux gens qui me donnent beaucoup de force sur les réseaux sociaux. Donc je les remercie eux avant tout. Je remercie les gens avec qui je travaille, que j'ai cités juste avant. Et merci encore pour l'accueil. C'est une belle salle de théâtre. Moi qui ai fait du théâtre dans ma jeunesse, ça me rappelle des souvenirs. Et voilà la diversification, on l'a trouvé. Comment? Le théâtre peut-être comme projet à l'avenir. Peut-être. Ah, j'ai 10 secondes dans un film. Ah, peut-être. Mais voilà. Non, mais c'est un bel endroit. C'est un bel endroit, donc merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci Ambrine d'avoir modéré cet échange. Merci Ami d'avoir été avec nous aujourd'hui. Je récupère ton micro, je vous invite à poser pour la dernière photo de ce Grand Prix. On peut les applaudir encore une fois. On peut applaudir encore une fois Amine Mathieu qui reçoit le prix du créateur de contenu de l'année 2025. Et c'est ainsi que se termine ce Grand Prix Stratégie de l'influence 2025. Merci beaucoup à toutes et à tous d'avoir assisté à cet événement. Merci à l'équipe technique, la rédaction, les équipes de stratégie, nos partenaires également, Edelman, la RPP, le syndicat conseil en RP, le club des annonceurs qui ont collaboré avec nous sur ce Grand Prix. Et je vous invite à retrouver le palmarès complet dans le magazine, sur notre site stratégie.fr, ainsi que dans la newsletter palmarès. Et je vous propose de fêter ces récompenses autour d'un verre dans la salle de cocktail où il fera bien plus chaud. Et rendez-vous en 2026. Au revoir.